Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev est-il le match-up le plus intriguant de l'année ce week-end à Chicago en main event de l'UFC 319 pour le titre des moins de 84 kg? Après sa démonstration de force contre Roman Dolidze, Fluffy Hernandez s'inscrit-il comme un nouveau challenger possible dans cette catégorie des poids moyens? Samba Sima est-il un des nouveaux phénomènes du MMA français après sa superbe victoire ce week-end dans le théâtre antique d'Orange lors de Hexagone MMA 32? Que retenir de la deuxième soirée du PFL Afrique et qu'attendre du PFL World Tournament ce week-end en Caroline du Nord? Pour son 15e épisode, Aldric Enerby fait comme d'habitude le tour de la très dense actualité MMA. Générique. Et on se retrouve donc pour ce 15e épisode de Aldric Enerby, un Aldric Enerby très spécial puisque vous voyez qu'Aldric, mon compère, est dans l'écran et non à côté de moi dans les studios Ricordia à Nice. Il est à Las Vegas où il accompagne Liane Boifia qui va participer au Dana White Contender Series. C'est ce mardi soir. Grand rendez-vous pour Iliane qui peut prendre un contrat à l'UFC. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. Comment ça va Aldric du côté de Las Vegas? J'en vois déjà qui commence à dire ouais, Alric, il est en télétravail. Non, non, je suis en déplacement. Je suis pas en télétravail, tout va bien. Très content de le faire avec toi. Il est quoi, 5 heures du matin. Ilian, il est en train de dormir encore. On vient de finir la première partie du cut. Tout va très bien. Et puis voilà, ça me fait plaisir de le faire avec toi. Ce 14e, c'est ça? 14e 15e. émission? 15e, on est déjà au 15e et ouais c'est très cool, merci à toi d'être là malgré le décalage horaire. Et t'es pas en télétravail, t'es dans la télé au travail, c'est très différent. C'est très différent comme approche. On n'aura pas de Jab Culture cette semaine parce que donc tu seras de l'autre côté de l'Atlantique. On reviendra la semaine prochaine avec Jab Culture, mais programme très chargé pour cet Aldric Enerby puisqu'il y a un gros UFC qui arrive, il y en avait un ce week-end, il y avait d'autres événements à débriefer ou à preview. Aldric, on va commencer par le gros morceau. Avant ça, hommage comme la semaine dernière, parce que je vous en ai parlé la semaine dernière des deux boxeurs japonais qui avaient subi une craniotomie après leur combat, Shigetoshi Kotari et Hiromasa Urakawa, et ils sont malheureusement décédés tous les deux à quelques heures d'intervalle ces derniers jours. Donc immense pensée à eux, et je sais que la boxe japonaise va beaucoup bouger, on vous en parlera dans notre hebdomadaire boxe très très vite. Il va y avoir des mesures qui vont être prises Aldric, parce que deux dans la même soirée, dans le même event, c'est quand même terrible. J'en parlais avec des amis qui me disaient, t'imagines si dans le MMA français un jour il y avait deux morts dans le même event? T'imagines après ce qu'on a subi, ce qu'on prendrait dans la tête? Mais je pense que sans aller trop loin, puisque c'est pas ma spécialité, il y a beaucoup de choses à revoir au niveau de la boxe japonaise, notamment la façon de s'entraîner aussi. Ouais, tout à fait, les cuts, la culture aussi. Enfin voilà, on vous en reparlera dans notre hebdomadaire box, mais je voulais que cette émission leur soit dédiée et paix à leur âme à ces champions japonais. On passe au gros morceau de la semaine. C'était la miniature de ce Aldric Enerby sur YouTube, si vous l'avez vu. UFC 319, c'est ce week-end à Chicago avec le main event, le choc, Dricus du Plessis, le champion des moins de 84 des poids moyens, qui remet sa ceinture en jeu contre Khamzat Chimaev, le phénomène qui a enfin sa chance pour le titre. Aldric, déjà, je commence par le haut de l'entonnoir. On n'est pas loin du combat de l'année, hein. Moi, il m'excite comme très peu de combats m'ont excité ces derniers mois, Aldric, celui-là. Ce combat est absolument fou. Ce combat est absolument fou. Moi, j'ai un scénario qui m'est propre et j'attache beaucoup d'importance à la temporalité. On va le développer, mais je pense qu'il y a un avant et après Khamzat, notamment. J'ai envie de te dire deux mots, Sam et Calavita. Voilà. Ok, on va développer tout ça. On rentre direct dans cette analyse de combat. On ira sur la fin à voir quel est notre favori et comment on voit ce truc s'est développé. Pourquoi je dis que c'est un des combats de l'année qui m'excite le plus depuis longtemps? Tu viens de le sous-entendre, ce match-up est fascinant. Ce match-up est fascinant et pour pronostiquer, bon courage pour le coup, parce que là, c'est vraiment deux styles, mais c'est aussi deux grands champions qui s'affrontent. Je commence l'analyse technique, on rentre dans l'art direct, Aldric, par une phrase de Morné Visser, le coach de Dricus du Plessis, parce que je trouve qu'elle lance bien le débat. Et qui dit deux points, donc sur Khamzat, on va pas essayer de s'écarter de sa lutte. On veut l'avoir dans son propre jeu. Ce mec est unidimensionnel. Vous avez vu son striking, son jeu debout. Je lui donnerais même pas une licence pro pour son striking de bip. Je vais pas citer le dernier mot. Comment ça va se passer ce combat, Aldric? Il est tellement fascinant, il y a tellement de points à aborder, mais comment tu vois ce combat se dérouler? Parce que le storytelling qu'on a eu de base, c'était bon bah si Khamzat, si Dricus du Plessis passe les deux premières routes, Khamzat il va gaz out comme souvent, et Dricus peut commencer à lui rouler dessus. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Je te laisse la parole. Non, mais déjà, première chose, un garçon qui a 6 victoires par KO, et en plus, tu vois, c'est pas les peintres de l'autre bout de la rue qui l'a mis KO. Donc, je pense que attention au retour de manivelle. Je pense que le coin de. Moi, j'ai vu ce que je me suis ramassé pour le combat de Manon. Attention au retour, parce que quand tu as mis KO Ikram Alisterov, je te donne juste. Et Merchert, voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ces deux noms, hein. Mm. C'est déjà un gage d'un striking très solide.
Et j'ai même envie de te citer Khabib. Pourtant, on sait qu'ils sont pas très. C'est pas une histoire d'amour hein, entre Khamzat et Khabib. Et pourtant, lui, dans une de ses analyses lors d'une intervention, il a dit, moi, je pense que si Khamzat garde le combat debout, euh, il a l'avantage. Euh, Moi, je pense qu'on va pas voir ça quand même. Mais j'ai tendance à penser que Khamzat prend des risques à rester debout, mais globalement, il serait dominateur. Non mais je te suis, tu sais, sa phrase, c'est pour ça que je te la citais, mais quand il dit je lui donnerai même pas une licence pro pour son striking debout, j'ai envie de te dire, même s'il est hyper efficace et on l'a répété plein de fois, Dricus, regarde ton élève, hein, Mornéfisseur, parce que c'est un peu pareil pour le coup. Hein. Mais tu sais, je le connais depuis l'Extreme Fighting Championship et je l'ai toujours vu en retrait. Je sais pas pourquoi là, il nous a fait une propagande de ouf, vraiment. J'ai pas compris. Il a toujours été très humble et discret, tu vois, dans ses interventions. Bon, bah là, il s'est lâché. Ouais, puisqu'on rappellera pour ceux qui n'avaient pas cette mémoire-là qu'à l'EFC, Dricus Duplessis et Manon Fiorot ont disputé un titre le même soir sur la même carte et le poster de cet événement, il est de Boxing Squad à Nice pour le coup. Si vous passez un jour dans la salle, vous le verrez. Euh, Ra- DDP dit aussi, c'est pas du grappling ni de la lutte, c'est du MMA. On se bat pas pour un titre de lutte. On y va là-dessus. Cette bête mythique, Ramzat Chimaev. Ce premier round de Ramzat Chimaev, ce qu'il a fait à un Whittaker par exemple, c'est un peu ce qu'on va voir. C'est-à-dire qu'on va voir un Ramzat qui va lui mettre cette pression-là en lutte dès le début, selon toi, Adricus? Ouais, je pense qu'en fait, il shoot quand il le sent. Tu vois, il y a des combattants de MMA, il y a des artistes martiaux. Khamzat, ça reste un artiste. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il est à la bonne distance, il shoot. Il se préoccupe pas de savoir qui il a en face. Et en fait, là où on a envie d'en savoir plus, c'est que pour l'instant, le seul mec, un Jiu-Jitsu à qui il a vraiment fait face, qui a voulu faire du Jiu-Jitsu avec lui, c'est Gilbert Burns. Et on a vu qu'il avait été gêné à cette époque. Alors, il s'est passé quand même du temps depuis. Euh, mais d'habitude, là où il excelle, c'est dans les scrambles. C'est-à-dire que quand le mec en face essaye de se relever, là, il a un temps d'avance. On sait que Dricus, et je vous ai invité à aller voir ce combat où, oui, il sort toute l'équipe Gracie Barra sur une compète de grappling. Il avait certes un avantage de poids sur la plupart des compétiteurs, mais tout ça pour dire que Dricus, il a son jeu à lui. C'est-à-dire qu'il a un scramble qui est différent des autres. Il va essayer de travailler au sol. Il va pas hésiter à travailler d'en dessous. Donc, stylistiquement, pareil, c'est nouveau. Donc, on l'avait vu gêner contre Gilbert Burns, qui est pas énorme physiquement. Donc là, on va avoir des réponses par rapport à son travail. Et dans les hommes de confiance, pareil, il faut quand même parler de Finfou Nascimento, qui est son coach depuis le début, et qui, je pense, a su, parce qu'on sait qu'il a travaillé avec lui sur ce camp, je pense, créer des adaptations pour Dricus. Ouais, moi, tu sais, Dricus, il nous a choqué plein de fois. Enfin, moi, j'avais dit dans mon ancienne maison à un moment, tu peux plus parler contre Dricus Duplessis parce que quand tu t'attends à ce qu'il perde à chaque fois, bah, il te montre des solutions et il te montre qu'il est bien meilleur que ce que beaucoup imaginent. Est-ce que c'est pas le moment où il nous surprend là-dessus en fait et où on redécouvre, tu vois, bah, ses qualités au sol, comme tu dis, ses possibilités de jouer sur le dos et que en fait, Ramzat, malgré sa lutte, eh ben, plus de mal à imposer sa volonté qu'il l'a fait sur beaucoup d'autres. Ça, tu me fais une petite passe D par rapport à ce que j'ai dit au tout début. Mm. Oui, il y a un retour aux sources avec Joachim Karlsson, qui est son coach, qui est coach de l'équipe de Suède aussi de Muay Thai et qui est son coach depuis l'époque All-Star. Oui, il y a l'ajout de Salim Noutsalkhanov, qui est un grand coach olympique de lutte. Mais moi, je pense vraiment que, écoute bien ce que je vais te dire et j'assume totalement ses propos. Il y a un an et demi, sans Sam Calavita, il se fait accrocher Khamzat. Je pense vraiment que Mm. euh, aller gaz out contre Dricus, on sait qu'il est vraiment endurant et qu'il lâche pas. Je pense qu'il aurait pu perdre. Il aurait pu perdre ce combat. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le voir en difficulté, mais je suis quasiment persuadé qu'il a la caisse pour faire 5 rounds et que du coup, c'est pas samedi qu'on va le voir, qu'on va voir son premier revers. Ouais, et tu vois, lui il dit qu'il serait prêt pour synchrone s'il faut. Et pareil, en fait, on peut être surpris en fait par ça, par ce que tu viens de dire, par le fait que Shimaev, eh ben, c'est plus le Shimaev qui gaze out comme contre Burns, comme contre Ousmane, et qu'à la fin, il est encore là au 4, 5, au Championship Rounds, quoi. On peut avoir cette surprise-là aussi. Ouais, mais le travail, hein, le Oui, bien travail de sûr, ce bien mec-là, sûr. alors c'est vrai qu'il a été entaché de quelques problèmes, notamment avec TJ et des affaires de dopage, mais l'athlète, c'est pas le coach et le coach, c'est pas l'athlète. Il faut bien différencier les deux. Et je pense que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde en termes de prépa physique. Donc, hâte de voir ce que ce mariage a donné. En plus, j'ai l'impression qu'il a été du coup mieux canalisé. Mhm.
parce que sans manquer de respect à ce qui se passait au All-Star, c'était des fois préhistorien, on va dire, au niveau de la charge de travail et tout. Et là, j'ai vraiment hâte de le voir avec un suivi. euh, mais il fait partie des meilleurs au monde, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur un athlète déjà extrêmement doué comme Kamzat? C'est vraiment une grosse, grosse interrogation. Ça te fait pas peur sur un point, Sam Calavita? Il a bossé avec Dillashaw à l'époque où Dillashaw a été contrôlé positif à l'EPO. C'est ce que je te dis, mais il Ouais. faut pas mélanger le coach et l'athlète. Je pense vraiment que euh, et je vois pas pourquoi, parce que ce mec-là a eu beaucoup, beaucoup de résultats à côté, et pas que sur des combattants de MMA. Donc, non, non, moi je Mm. pense que ce mec-là est clean, et je refuse de participer à. Parce qu'il y a eu, hein, ce que tu viens de dire, il y a eu une propagande aussi, notamment sur pas mal de réseaux sociaux, enfin sur des réseaux sociaux et surtout des médias US avec Mm. cette histoire. Et moi, je refuse d'y prendre part parce que c'est pas parce qu'il y a eu un problème que ce mec-là encourage qui que ce soit à prendre des produits. Non, ça je te suis bien sûr, mais c'était bien de le noter, tu vois, parce qu'on a vu, j'ai vu aussi cette polémique passer, donc c'était bien de le noter. T'as vu aussi la vidéo de Ramzat qui imite la boxe très large de DDP, c'est pour ça que je me marrais sur les déclats de Morne et Vizère. Moi, quand j'analysais ce combat en préparant l'émission, Aldric, je me suis dit quand même, parce que ce que tu l'as dit au début, tu l'as dit au début de notre émission, je pense que Ramzat, c'est pas forcément le moins bon striker des deux. Ouais, Je, ouais, mais je vraiment. pense que c'est aussi le meilleur lutteur des deux. Et donc ce storytelling de Ramzat perdra que si Gaza out ou quoi, en fait, j'y crois de moins en moins. Enfin, je me dis, est-ce que DDP, il a déjà affronté un animal comme ça, en fait? Parce que tu vois, il nous a surpris sur plein de trucs, mais c'est un animal, Ramzat Chimaev. C'est un phénomène. Et on l'a peut-être trop oublié, en fait. Mais attends, Hamzat, il est exceptionnel. Et tu vois le seul scénario qu'on envisageait, c'est un gaz out. Chose qui, je pense, va être évitée sur ce combat-là et cette préparation qui a été très intéressante avec même les débuts de la prépa en altitude. Enfin, on va pas revenir dessus. En tout cas, physiquement, il aura ce qui se fait de mieux euh, pour Chimaev. Euh, Après, c'est quand même des individus. Ça va répondre à plusieurs questions. Tu vois, est-ce que on sait que Dricus est un très gros middleweight. Donc, est-ce que Kamzat a bien fait cette transition? Parce qu'on sait qu'il y a encore pas si longtemps, il était en welter, tu vois, et qu'il s'est même dit possiblement capable d'y retourner. Moi, je te dis, Dricus, il est impossible qu'il retourne en welter. Et si vous voulez vous en convaincre, regardez les quelques combats qu'il a fait dans cette KT. C'était pas du tout le physique qu'il a aujourd'hui. Je pense que le jour du combat, il va flirter avec les 100 kilos. Donc, ça aussi, ça va répondre à des interrogations concernant Hamzat. Ouais, on rappelle Ramzat qui combattait aussi à la catégorie inférieure, hein, qui combattait en 77. Donc peut y avoir aussi cette différence de physique. Ramzat il dit de DDP, j'ai noté dans les petites phrases, parce qu'il a donné des belles interviews, notamment à ESPN, qui dit bah, tout le monde dit que DDP a un style étrange, mais c'est un style MMA. C'est pas fou, c'est pas étrange. Il fait le job dans ce sport-là et il le fait bien. Il y a aussi un monde où DDP, au-delà de Gaz Out, là je parle pas que de Ramzat qui Gaz Out, mais où en fait il propose trop pour Ramzat, tu vois. Et son jeu, cette pression permanente qui t'inflige et cette possibilité de faire du dégât dans toutes les parties du jeu MMA, eh ben, elle est trop. Elle est trop pour Ramzat en fait. Moi, j'y crois pas. Maintenant, il faut se rappeler que DDP, il a réussi à mettre beaucoup de gens dans l'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fou, c'est que tu t'es souvent retrouvé avec des combats qui n'ont ni queue ni tête parce qu'en fait, il arrive à emmener les gens dans des positions et dans des momentum où ils n'ont absolument pas l'habitude. Et ça, c'est très intéressant. Je regardais pour répondre à ce que tu m'as dit. Tu vois, le dernier combat en Walter de Dricus, c'est en 2018, avec, t'imagines? Et c'est sa défaite contre Soldic. Et du coup, t'imagines physiquement. Non, mais sa victoire. Ah non, sa défaite contre Soldic, c'est ça. Et donc, du coup, physiquement, voilà, il y a un débat. Pour remettre un petit peu de contexte, il y a un débat physique au niveau de la maturité physique en middleweight de Khamzat. On ne parle pas de faire des caprices et de pas cutter correctement et de pas faire une diète correcte. Là, on parle d'être un middleweight accompli physiquement. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'interrogation du rythme, parce que on a un Sam Calavita qui est rentré dans l'équation et qui a eu d'excellents résultats avec beaucoup de sportifs, notamment dans le MMA et en dehors. Et on a après un troisième duel, et c'est bien que tu m'en parles, ce duel de position, en fait, où Dricus t'emmène dans des positions qui ne sont pas forcément celles de ton quotidien. Il est vraiment capable de ça. Et c'est un garçon qui arrive, on en dit ce qu'on veut. Là, son entraîneur, il s'est peut-être un petit peu gaussé. Il est peut-être parti dans un délire de trash talk qui ne doit pas être le quotidien de l'entraîneur. Mais on sait qu'il y a des game plans toujours
savamment étudié Mhm. pour emmener dans la position en eau trouble, tu vois. Donc ouais, très très intéressant le scénario du match-up et le round par round et l'impact physique que ça va avoir et la continuité. C'est pour savoir s'il y aura une progression dans la domination ou s'il y aura un changement de, de scénario au cours de ce combat. Donc vraiment hâte d'analyser avec toi en réel la semaine prochaine. Même la dimension physique dont tu parlais et la maturité physique de Ramzat, moi, il y a une photo quand même qui m'a intrigué, c'est la photo à côté d'Anderson Silva. Parce que tu as vu qu'il y a pas mal de monde qui est passé dans son camp, qui était quand même un middleweight plutôt massif. Anderson Silva, qui a combattu aussi en light heavyweight. Bah, Ramzat, à côté, c'est un beau bébé, quoi. Ouais, il y a ça, mais tu peux quand même te dire que Anderson, il a quand même perdu de sa masse physique avec l'âge et surtout le manque d'entraînement. Il y a, il y a la photo avec Fares quand même aussi. Mhm. Alors, c'est pas moi, hein, parce que moi je sais que Fares est très grand et volumineux, mais sur les forums, quand j'ai cherché un petit peu pour notre émission, il y en a beaucoup qui se sont interrogés aussi, qui ont dit attention, t'as vu la différence, c'est un lightweight et il n'est pas si costaud qu'Hamzat. Donc en fait, il y a Ouais, tu peux voir plusieurs. les deux, ouais. Ouais, tu peux voir les Ouais, deux. tu vois, il y a plusieurs courants. Euh, je pense, moi, mon avis, c'est qu'on aura un Ramzat dans les 92 kilos. Donc, si c'est plus, tant mieux. Parce que je sais que Dricus a une coupe de poids importante et qu'il est vraiment athlétique. Et du coup, il sera, à mon avis, encore 4-5 kilos au-dessus de ce poids-là. Je sais que t'es un amoureux de la lutte en chaîne. Ramzat, quand même, quand il commence à faire sa lutte en chaîne, notamment dans le premier round, quand il est à 100% de ses capacités physiques, c'est quand même un truc qui est barjot, pour le dire. Enfin, c'est vraiment une pression incroyable. Tu crois que Dricus, il se fait déborder, là, dans ce premier round, quand même, et que il a jamais affronté ce type de pression, en vrai, quand même. Alors, d'un côté, on peut se dire ça. Ça, je te le valide à 100%. D'un autre côté, je te dis, je me suis amusé à regarder pas mal de vidéos. Euh, il a un style vraiment à part, Dricus. La façon dont il va aller chercher son scramble, c'est vraiment pas. Si tu veux, il fait de la lutte, mais c'est vraiment son style à lui. Euh, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Après, il nous faudrait presque un petit reportage en images, mais ça peut être, surtout Ramzat qui fait ça avec beaucoup, beaucoup de lutteurs, des lutteurs top niveau. Je comparais ça pour ceux qui n'ont pas l'habitude comme l'anglaise, tu vois. Tu vas faire avec les meilleurs boxeurs mondiaux pour préparer Dricus et tu vas le voir arriver avec son style très atypique, très très atypique même. Et ben voilà, ce qui va être compliqué d'un côté peut rendre les choses compliquées de l'autre, parce que pour faire de la lutte en chaîne, il faut qu'il y ait une réponse, tu vois. Il faut qu'il y ait une anticipation, un mouvement. Et si le mec il rentre pas dans ce jeu-là et qu'il a son style à lui, où il va accepter d'être en dessous, qui va travailler sur des diagonales, qui va essayer de prendre des bras-têtes ou ce qu'on appelle de la garde octopus que fait pas mal Dricus, et ça peut gêner Ramzat, notamment au niveau des automatismes. En fait, c'est très rigolo. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait, sa façon de s'entraîner. D'ailleurs, il y avait Hugo Guillon qui a participé à son camp, un Français. Et vraiment, les entraînements sont atypiques, les séquences sont atypiques Mhm. et son grappling est différent. Efficace, mais très différent de ce qui peut se faire à haut niveau ailleurs. En tout cas, tu vois, le résumé de tout ce qu'on se pose comme question depuis tout à l'heure, c'est le résumé qu'on a, enfin, c'est la phrase qu'on a dite au début, quoi. Il est absolument fascinant ce match-up. T'as pas de réponse, t'as que des questions et t'as pas de réponse. La seule réponse qu'on a, c'est que ça va être un combat grandiose, où qu'il arrive, et j'espère qu'on n'aura pas, parce que c'est quand même, voilà, on nous disait des hommes de plus de 90 kilos. Mhm. J'espère qu'on va pas voir une fin écourtée sur un lucky punch ou un contre plein fer, Mhm. parce que t'as envie de l'étudier round par round, ce combat. Alors, je veux pas une décision forcément, mais allez, si on peut faire un souhait, au moins qu'il fasse plus de 3 rounds, qu'on puisse avoir des réponses sur la suite à donner et sur l'avenir de cette KT qui est encore plus enthousiasmant. Et tu vois, et ce côté très intrigant, eh ben, c'est aussi un hommage à DDP. Parce que depuis 2 ans, il nous a, pense, a beaucoup fait fermer la bouche. Et maintenant, tu vois, peut-être qu'il y a 2 ans, il sera affronté ces mecs-là. On aurait mis Ramzat bien plus favori, tu vois, qui peut l'être. Et là, on sait que DDP peut le faire en vrai. Il y a un Moi, chemin. je te dis. Et on va parler plus globalement sur l'intérêt un peu aussi du vainqueur pour ce combat-là. Ramzat, il l'a dit d'ailleurs dans les interviews, parce qu'en réponse au chambrage de Strickland, il disait Strickland, de toute façon, j'étais pas là et je pouvais pas répondre à tes coups. Maintenant, j'ai un visa.
Donc il a admis ce que tout le monde savait depuis longtemps, et pour le coup dédicace à Karim Zidane, le journaliste qui a été le premier à le sortir il y a plusieurs années, c'est que Khamzat ne pouvait pas combattre aux États-Unis. Il n'avait pas de visa sous l'administration précédente, donc on sent que le changement lui a permis de l'avoir. Ça fait quelques semaines qu'il est aux États-Unis, tu nous l'as expliqué Aldric, pour préparer son camp, où je le disais, il y a beaucoup de beau monde qui passe. T'as vu ses déclats, on en a parlé la semaine dernière, où il dit j'ai pas perdu mon rêve de vouloir être champion dans 3 catégories. Il parle d'un combat contre Islam Makhachev si Islam prend la ceinture des 77. Il y a ce possible Dream Fight contre Pereira, on l'a dit dans notre dernier Aldric et Herbie pour le coup, avec le scénario où Pereira bat Ankalaev et puis l'autre se met à monter, peut-être pas tout de suite, tu vois, mais il y a une possibilité d'un super fight énorme. T'es l'UFC, t'as envie que Khamzat Chimaev soit champion quand même? On en a plus des grandes, tu vois, on l'a dit souvent dans cette émission, il y a plus de grandes stars. S'il prend la ceinture, Khamzat, t'as une superstar sous la main. Ouais, puis, mais je pense vraiment qu'ils attendent le résultat sereinement et plus que le résultat, ils attendent la manière. C'est-à-dire que on a vu aujourd'hui, il y a les Français, nos supporters, les vrais, qui disent aïe, 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 Fluffy, qu'est-ce qui se passe pour Nassour? Tu as envie de dire, les gars, no stress, culture de l'instant. Nassour va faire un grand combat et il va remettre les pendules à l'heure et ça, il n'y aura pas de problème. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire qu'il y a le gain de cette ceinture qui est un enjeu capital. Mais pour pouvoir avoir l'avantage des Blancs aux échecs et envoyer des demandes à l'UFC, il faut aussi la manière. C'est-à-dire que Mm. tu fais un combat où tu gagnes à la décision, où c'est une split, où c'est serré. J'ai envie de te dire star ou pas star, Khamzat ou pas Khamzat. Tu prends qui on te dit pour la défense du titre middleweight et tu t'aventures pas. Tu fais une dinguerie et tu l'éteins en 2 rounds. Je pense que malgré que Dricus, on sera à sa troisième défense, je crois qu'il a défendu 2 fois pour le moment. Il n'y a pas de revanche, il n'y a rien du tout. Tu fais ce que tu veux, t'as les cartes en main, tu vois. Et c'est Mm. vraiment beaucoup que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et on te demande, en plus d'une performance, il faut un résultat pour aller chercher d'autres sentiers. Donc voilà, réponse en fonction de la performance qu'il va nous livrer. Mais je pense que ouais, tu gagnes par KO ou tu le finis en un round, tu demandes qui tu veux derrière ça. Et ben, ça va ouvrir des choses intéressantes dont je reparlerai un tout petit peu plus tard dans l'émission, mais il a dit, et dans un scénario où il s'imposerait très vite, Khamzat, il a dit maintenant je veux être actif, maintenant que j'ai le visa et tout, et il parlait de l'UFC 321, où il y aura Aspinal Gan, et il dit moi je veux combattre à Abu Dhabi. Avec les timings qu'il y a, je t'en reparlerai plus tard quand on va parler de Fluffy justement, parce que t'as des mondes où ça s'ouvre pour d'autres mecs en fait, tu vois, en termes de timing, si jamais ça se passe comme ça et que Khamzat veut absolument être à Abu Dhabi. Mais on va en reparler plus tard pour le coup. Pour le coup, le visa, ça m'a quand même fait sourire. Je pense que t'as vu passer la décla où Khamzat il dit quand même, vous me verrez pas à la Maison Blanche, vous avez vu la tête que j'ai. Et je pense, ça m'a un peu fait sourire quand même. Il est conscient, voilà, il est conscient que ça passerait moi. Ça tombe bien, on l'avait pas mis. Enfin, moi, je l'avais pas mis. Voilà, on a fait le tour un peu de ce qu'on pensait de ce match-up et on va passer un peu à notre pronostic, même si tu as déjà plutôt donné ton avis, mais tu vas le confirmer là. Et ça nous permet de rappeler que Winamax est le partenaire d'Aldric Enerby et de Jab Culture depuis quelques semaines et accompagne le développement de cette chaîne. Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et qui vous offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash avec le code promo JAB10. Les rappels habituels, Aldric, bien sûr, le jeu d'argent est interdit aux moins de 18 ans. Les jeunes qui nous écoutent, vous déconnez pas avec ça. Et on joue de façon responsable, on ne perd pas l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre, on ne se met pas en danger financièrement en jouant au jeu d'argent, c'est juste pour avoir un petit plus d'adrénaline si vous aimez ça. Mais restez responsables les gars, devant le jeu c'est le plus important. Ça me permet de t'ouvrir les cotes bien sûr, quand je fais ce petit préambule, c'est qu'on va parler cotes. Aldric, Dricus du Plessis, champion en titre, 2,65, Khamzat Chimaev, 1,42. La cote est assez claire. On voit Ouais, ça Khamzat m'étonne s'imposer. pas. Ça m'étonne pas. Parce que je te dis, il y a plusieurs, comme on dit toujours, il y a beaucoup de courants en fonction de la hype, en fonction des derniers combats. Et là, clairement, au niveau du stylistiquement, il est légèrement favori. Maintenant, faut pas s'enflammer. Moi, je vais te dire, je vais être un peu original pour une fois. Je vais te parler de Khamzat en plus de 3 rounds. Ok. Ouais. Moi, ma conclusion, c'est quand même Khamzat. Ouais. Je pense qu'il est supérieur dans plus de domaines que ne l'est DDP. La folie de DDP et comme il peut t'emmener, comme tu disais tout à l'heure, t'emmener dans des schémas de combat qui sont pas les tiens et te mettre dans la difficulté, ce qui fait que j'aurais plus mis un truc très rapproché que, enfin tu vois, j'aurais mis une cote beaucoup moins large en termes d'écart parce que je pense qu'il peut le faire.
Mais je pense que c'est le moment de Ramzat. C'est le moment de Ramzat. Il est très bien préparé. Il a fait tout son camp aux États-Unis, entouré de beaucoup de beaux noms et de grands noms. Et je crois que c'est le moment où il est sacré et où ce phénomène qu'on a découvert en 2020, enfin à l'UFC en tout cas, et que tout le monde voyait gros comme une maison, champion dès son arrivée parce qu'il roulait sur tout le monde en 10 jours. Hein, tu te rappelles ces 2 combats en 10 jours. Bah, je pense que c'est le moment. C'est le moment et Ouais, puis même on le tient. sur le camp, Alex, tu sais, il y a un retour quand même à la sérénité avec des hommes de confiance. Mm. Euh, Parce qu'on a vu, bientôt, il manquait plus que des acteurs dans son coin et il nous avait fait la totale pendant des années, tu vois. Et là, il y a un retour au calme, à la sérénité avec des mecs de confiance. J'aime bien tout ça, ça inspire confiance. Ouais, moi, mon favori, c'est Ramzat et je pense que ça va être très serré. Je pense même qu'il va pas gagner tous les rounds, mais je le vois gagner en 3 rounds et plus. Voilà, donc on a fait le tour de ce Ramzat contre DDP Ramzat, même laissons l'honneur en champion, comme d'habitude, le nom doit être en premier. Et la semaine prochaine, on vous le débriefera bien sûr dans Aldric et NRB en long, en large et en travers. On vous avait dit, on vous avait teasé qu'on pouvait faire peut-être potentiellement un live sur cet événement. Malheureusement, on peut pas pour des raisons logistiques. Aldric sera toujours de l'autre côté de l'Atlantique. On a un problème logistique pour mettre ça en place ici, mais on arrivera très vite avec des lives sur des événements. Vous inquiétez pas, c'est juste repoussé pour mieux sauter sur Jab Life. Ouais, Ça permet. est-ce qu'on tease le fait qu'on pourrait le faire sur Cyril Gann, Ah mon Alex? oui. Ah oui, oui, oui. Et on essaiera peut-être même avant avec Pereira, mais Cyril Gann, c'est sûr qu'on aura pu le mettre en place d'ici là. Ça on vous le garantit. On rappelle 21 octobre du côté d'Abu Dhabi, ou 25 octobre, excuse-moi, du côté d'Abu Dhabi pour Cyril contre Thomas Pinal. On parle, ça permet de passer tout de suite, puisqu'on était dans les côtes aussi, vers le co-main event, puisque c'est un co-main event assez intéressant. Pendant longtemps, on l'a pas eu. Tu te rappelles, pendant longtemps, on savait pas quel serait le co-main event. On avait toute la carte à part le co-main. Eh ben, c'est Aaron Pico, le débutant, ce qui fait ses débuts à l'UFC. Il devait affronter Movsar Evloev en juillet. Finalement, ça a sauté. Donc, on l'a mis sur cette carte-là. Et qu'affronte le Britannique, Liron Murphy, 6e du classement des featherweights. On rappelle que Evloev doit être 3e ou 2e, quelque chose comme ça. Donc, Aaron Pico, on lui met tout de suite le top de cette catégorie-là. On lui donne un gros test dès le début. Je te donne les codes dès le début et puis on parle du match-up et en quoi il est intéressant. Liron Murphy, 2,10. Aaron Pico, 1,64. Donc Pico est favori pour ses débuts contre un top 6 featherweight. Logique, Aldric, Non, vu le combattant que c'est? Non. non, non. Je pense que l'UFC veut du mal à Pico, moi, vraiment. Parce que ils lui ont mis. Non, mais vraiment, je pense ils ont tellement de mauvaises intentions envers Aaron Pico, qui est un grand champion, attention, hein. Euh, Tu le vois à l'entraînement, il est purement prodigieux. C'est-à-dire que j'aime beaucoup sa boxe anglaise. Même si pour moi il boxe de trop près par rapport à Mais en fait, il boxe à une distance où il se prive de sa lutte. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais à la base, c'est quand même un lutteur universitaire de très très haut niveau qui a eu une bourse en fait pour pouvoir débuter son apprentissage à l'époque avec le Bellator. Et donc, il a eu la chance de pouvoir très vite euh, se perfectionner en boxe est très jeune, grâce à cette bourse de combattants de haut niveau. Néanmoins, je trouve qu'il est trop dans la distance d'anglaise quand il boxe et du coup, j'ai du mal à avoir des liaisons qui me plairaient et par rapport, j'ai du mal à voir le, le travail de feinte à ce niveau-là. Ça, c'est le petit un. Et le petit 2 en fait, pour le voir favori, il faudrait qu'on ait du recul sur des adversaires de très haut niveau. Et en fait, moi, je ne considère pas Henri Corrales, même s'il a un très bon palmarès de 21-8, comme un top mondial. Du coup, j'ai quand même beaucoup de mal à me projeter et à me dire, ouais, il est favori contre un mec qui, lui, nous a montré, Liron Murphy. Déjà, tu as vu en ce moment, là, il est en train de. Il y a une percée de cette équipe importante, puisqu'on rappelle que c'est la même équipe qu'Ateba Gauthier. Et surtout, Leroy Murphy nous a montré sa capacité à jouer à haut niveau. John Emmett, Danny Gueux, Barbosa, euh, même Amir Khani, hein, qui a un gros problème, hein. Il nous a montré des très très belles choses à l'UFC quand même. Ah, je suis d'accord avec toi. Et j'approuve totalement ta phrase. Ils veulent du mal à Aaron Pico. Déjà, il te l'avait mis contre Evloev quand même. Enfin, voilà, on sait ce que c'est qu'Evloev. Même si, voilà, certains disent aussi, bah, Evloev, ils veulent pas le mettre tout de suite vers son title shot, mais il l'aura à un moment. Enfin, il est sur une trop belle série sauf coup d'arrêt pour qu'il l'ait pas très vite. Et ouais, je pense qu'en effet, il lui a du mal. Et puis,
Bah, on a eu quand même voilà, des rappels de tout ça, Pachimix. Pitbull, alors Pitbull il arrive tard, on sait, il y a des circonstances quand même. Patricio Freire il arrive pas au meilleur moment de sa carrière à l'UFC. De Reader, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est des KT un peu moins compliqués, moi aussi j'ai l'impression. Mais on peut dire ce qu'on veut, il y a un gap entre les autres organisations et l'UFC. Et tant que t'as pas combattu face au top des mecs de l'UFC, bah pour moi t'as pas de réponse. On n'a pas. Ouais, puis sans dénigrer le Bellator et le PFL, pour moi, il n'a pas pris les meilleurs déjà de 7 orgas. Tu vois ce Ouais, que je là, veux dire? Il a été quand même assez protégé. Et en plus, il n'est pas immaculé son palmarès là-bas. Donc moi, je suis très fan de l'athlète, mais pour le moment, je ne vois pas sur quelle planète on le met favori devant Liron Murphy. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et très talentueux, mais tu as raison, même pas pris les meilleurs là-bas, pas encore testé donc face à ce niveau-là. Oui, le talent c'est quelque chose et on le voit. Tu vois qu'il a du talent, mais le talent à un moment il faut le concrétiser. Et on sait, hein, il y a des athlètes aussi qui mettent plus de temps à se développer, qui ont du mal à l'UFC au départ à s'adapter à l'adversité et au niveau d'opposition qu'on leur met en face. Donc Pico, j'ai pas la réponse. J'ai encore des questions. Donc en effet, le voir favori, ça m'interpelle également. Je suis d'accord. Même, c'est un peu l'éternel débat du cardio, hein. Moi, alors, c'est un co-main qui se fait en 3 rounds, mais sur 3 rounds, moi, je vois Liron Murphy mettre un très gros rythme. Et est-ce qu'on a déjà vu Pico dans ce genre de rythme-là et survivre? Pareil, il y a le talent effectif. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Murphy parce qu'il fait beaucoup de décisions, mais il faut quand même relativiser. Il fait beaucoup de décisions. Est-ce que tu as vu les adversaires avec qui il fait décision, quoi? Josh Emmett, Danny Gueux, Barboza. Oui, il fait des décisions. Oui, il a eu un combat compliqué contre Gabriel Santos, mais je rappelle quand même qu'il était invaincu quand il a pris Gabriel Santos, tu vois. Euh, Et et puis puis c'est les Onama l'a featherweight. battu derrière, mais tu vois ce que je veux te dire? Il a fait un duel d'invaincu contre Gabriel Santos à l'époque, qui avait 10-0 ou 9-0. Donc, oui, il finit pas forcément tous ses combats, mais est-ce que tu as vu qui il affronte? Des Ilia Topuria, il n'y en a pas 1000 au monde, hein. Donc, Non, non, moi, mais je le vois très fort, très solide. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que grâce à ce combat, on va tout de suite savoir si Pico, c'est un contender top 5 ou si vraiment sa place, c'est juste un nom pour faire scintiller un petit peu le roster de l'UFC. ah mais t'as raison, pour compléter ce que tu disais, c'est les featherweight, c'est comme les bantams. Enfin, c'est un moment à l'UFC, ces KT-là, c'est juste des bassins de requins, même des mecs pas classés, c'est des tueurs à gages vraiment. Donc compliqué d'arriver tout de suite là-dedans et Liron Murphy, c'est un très très solide test pour Aaron Pico. Mais comme on disait, ils lui veulent du mal, mais c'est une pièce à double tranchant, Aldric, ça. C'est-à-dire que ça va, tu vois, De Reader, qui est aujourd'hui 5ème des middleweight, il a mis quelques combats avant d'y arriver. Aaron Pico, il te bat Liron Murphy. Si en plus il te met la manière, c'est top 5 featherweight, direct. Donc tu parles déjà, tu vois, on l'avait dit aussi dans notre dernière émission, quand tu es top 5, tu peux être titleisable n'importe quand. Il suffit d'un concours de circonstances, de situationnel, et tu peux te récupérer le title shot. Comme une Grasso, par exemple, ou comme on parlait, Ouais, 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 d'un je suis d'accord avec toi. De Ruder dans certaines situations. Donc, il a une énorme carte à jouer. À lui de la jouer, à lui de nous montrer que le talent qu'on voit aussi, bah, il peut le mettre à niveau de cette opposition UFC et d'être là. Et puis, tu vois, double tranche aussi, dans le sens, hey, t'as vu où ils le mettent comme un event de Ramzat DDP, qui va être un des pay-per-view les plus regardés de l'année, enfin un des combats les plus attendus de l'année. Tu vas pouvoir briller. Pour ce public UFC qui te connaît pas, si tu fais une grosse performance, t'es tout de suite un nom qui compte. Tu vois, le public connaîtra tout de suite Aaron Pico. L'opportunité, elle est super, Baldric. Mais elle est même incroyable en fait. Parce que Alors, il faut que je vérifie si en droit américain c'est la même chose, mais normalement, le contrat, il est officiel que quand il est consommé. C'est-à-dire qu'il Mm. il ferait officiellement partie du roster de l'UFC que le soir même du combat. Ça veut dire que s'ils pull out pour aller ailleurs, entre-temps, ils ont fait toute la promo dessus, ils ont fait les embedded. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais même pas si à part peut-être Kaya Sakura, qui était un transfuge aussi, qui n'avait pas encore fait son premier combat avant de faire une ceinture et d'être projeté comme ça en main, lui. Je pense que c'est les deux seules fois où on a vu ça. C'est-à-dire que juridiquement, je sais même, il faut que je vérifie encore. En droit français, c'est sûr, mais en droit US, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie officiellement du roster de l'UFC alors que son contrat n'a pas démarré? Euh, c'est même pas sûr. Et pourtant, ils ont déjà fait, comme tu dis, une promo dessus. Il est sur l'embedded, il est comme main event d'un UFC qui va faire, je pense, un très gros score. Parce que même s'il n'y a pas d'Américain en main event, Khamzat, c'est déjà une star, c'est certain. Et, non, mais t'as raison. Je pense que j'ai pas, on vérifiera quand même, mais c'est les contracteurs indépendants. Enfin, tu connais ça mieux que moi, les athlètes à l'UFC. Donc, je pense qu'en effet, il faut avoir
C'est au moment où tu rentres dans la cage et que ça te démarre que tu es vraiment dans ce contrat-là. Et troisième code qu'on vous propose pour cette main card de l'UFC 319, on rappelle ce week-end à Chicago, du côté de l'Illinois. Ce ne sera pas le Coco Main Event, on va y revenir juste après, mais c'était une code que je trouvais plus intéressante. Jared Cannonier, numéro 8 des middleweight de cette catégorie qui bouge beaucoup, et on va vous en reparler même dans le débrief de ce week-end, contre Michael Venom Page, qui lui est 15e, mais chez les welterweight. On sait qu'il peut aussi entre les deux, MVP. Jared Cannonier, 2,30. Michael Page, 1,52. Avant que tu me dises ce que tu penses de la cote comme ça, on rappelle le combat se fait en middleweight. Est-ce que c'est pas un symbole, mettre Cannonier contre Page, est-ce que c'est pas un symbole que dans cette KT où on l'a répété au fil des semaines, Aldric, il y a beaucoup, c'est une KT qui bouge beaucoup, les middleweight, qui nous excite beaucoup en ce moment, les Caillot, les Nassour, tu vois, on va parler de Fluffy qui arrive, il y a beaucoup de gens, ça bouge beaucoup, Ramzat et DDP qui sont là ce week-end. Est-ce que c'est pas un signe que l'UFC compte plus trop sur Jared Cannonier dans les vrais challengers au titre, quand on te met Michael Page? Je suis méchant ou pas à dire ça? Non, bah, en fait, s'il avait perdu contre Rodriguez, je t'aurais dit oui. Mais avec la perf qu'il a fait contre Robocop, je sais pas en fait. Je pense que Page, il fait du bien à ce genre de carte parce qu'il est quand même aussi très médiatique, on le sait. Euh, Même s'il est un petit peu sur la fin, c'est quand même une très grande star de ce sport. Du coup, non, je me pose. Tu sais vraiment, le résultat je rappelle, hein, ceux qui n'ont pas vu, il a mis KO au round 4 sur un combat très engagé, Grégory Rodriguez et qui Robocop. Je sais- je- il aurait perdu contre Grégory, je t'aurais dit oui. C'est money fight. Là, s'il se relance contre Page, je pense il peut revenir dans le débat, en tout cas pour faire monter un mec qui n'aura pas au title. Parce qu'en fait, il y a besoin de ces gens pour donner de l'opposition. Parce que il y a DDP contre Ramzat. Ok, il y a Nassour dans les starting blocks et moi je suis persuadé. euh, Arrêtez de me parler de Fluffy, arrêtez de me parler de machin. C'est Nassour qui va avoir le prochain, il va remettre les pendules à l'heure à l'UFC Paris, ça j'en suis sûr. Néanmoins, les autres, tous ces autres contenders, les deux Reader, les Fluffy, il va bien falloir les tester. Et ce serait quand même un peu bête de les faire se tester entre eux. Parce que autant si tu leur mets un tiers à chacun, ils peuvent passer tous les deux et pouvoir te faire vivre cette KT pendant encore un an et demi. Autant si tu les fais s'affronter, ben, il y en a un qui disparaît du challenge et de la course au titre et en fait tu te mets une balle dans le pied. Donc non, 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 moi je pense que si Canonier s'impose, il peut revenir un petit peu dans ce débat d'être en opposition sur deux des contenders que je viens de citer. Il devient un gatekeeper du title shot un petit peu dans ce scénario-là. Ouais, 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 ok. En tout cas, il serait il serait une meilleure, comment dire ça, euh, par rapport à d'autres qui viennent de perdre, par exemple, il y a 2 semaines, il serait plus bankable, en tout cas dans ce statut-là, quoi. Moi, ce que je sous-entendais en fait, Aldric, c'est que je pense que l'UFC a très envie que Michael Page s'impose parce que derrière, tu peux faire Page contre Adesanya. Et que c'est un combat hyper fun, hyper vendeur et qui correspond en fait à au chemin que doit prendre en ce moment un Easy, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça fait un super fight. Et dans tous les cas, tu as une suite à donner. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de Whittaker. Il va devenir qui va se disparaître un petit peu avec ses défaites maintenant de l'équation title contender, en tout cas title keeper, tu vois. Et je pense que voilà, ce combat avec Cannonier, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si c'est Page qui gagne, tu peux faire une dinguerie. C'est-à-dire que tu peux faire à Adesanya un super fight de striker absolument exceptionnel. Et si c'est Cannonier, ben, tu t'en sers pour le mettre en opposition contre ces mecs qui arrivent et qui sont prétendants au titre, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu as quelque chose de productif, en tout cas pour ce roster middleweight. Ce qu'on appelle du gagnant-gagnant, et t'as raison, c'est plutôt pas mal. Par contre, donc pour revenir à la cote que je vous ai annoncé juste avant, euh, alors là, je suis pas d'accord non plus, moi. Canonnier, Il va se faire user par ouais, Cannonier. mais complètement. Et je pense que tu vois, un Page, malgré son côté très populaire, il a vu, hein, il a ses limites aussi, surtout maintenant, tu vois, surtout après, à ce moment de sa carrière où il est. Et Canonnier, avec son côté dur, et on sait ce qu'il est capable de faire, dans sa KT, moi j'aurais mis l'inverse. Pas l'inverse avec autant d'écart, mais je te mets Canonnier favori, à mes yeux. Après, tu as vu, en ce moment, il y a quand même un truc qui est à constater, et on va en reparler avec Dolizzi après. C'est pas l'absence de game plan, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, ils ont du mal à intégrer des feintes et de la lutte dans leur game plan.
pour pouvoir plaire à une audience américaine et au patron de l'UFC aussi, soyons honnêtes. Euh, Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plaire, attiser les cris du public, c'est une chose, mais à la fin, tout le monde se rappelle d'une seule chose, celui à qui on lève la main. Donc, t'as beau être resté sur des, sur un game plan de striking et enlever un peu la lutte de l'équation pour te dire, voilà, moi je fais des guerres et tout. N'oublions pas quand même qu'à la fin, c'est celui qui gagne, dont on se rappelle et surtout qui va être matché de façon favorable. Et à voir le game plan que va mettre en place Canonnier. Si Canonnier il arrive pour faire un concours de striking, il peut se faire endormir aussi, mais avec un game plan adapté où il se sert de son poids, il colle et il essaye de fatiguer, je pense que ça peut se passer très très correctement pour lui lors de ce combat. Et les deux derniers combats de cette main card, je vais faire un focus un peu moins long parce que pour moi, les deux favoris vont remettre des choses en place, enfin voilà, vont remettre des points sur les i dans ces deux combats. Le premier, c'est Carlos Prates, le Brésilien, contre Geoff Neal. Prates est 12e chez les welterweight, 11e du côté de Geoff Neal. Je pense que Prates va bien se relancer et que c'est un match-up qui va lui aller et qu'on va voir une victoire pas tranquille, mais que Prates va s'imposer sans trop de débat pour moi, Aldric. Carlos Prates s'est préparé quand même un petit truc parce qu'il faut remettre un petit peu quelque chose dans l'équation. Euh, il y a Fighting Nerds aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes. Néanmoins, dans le noyau dur, on va laisser un petit peu de côté. Je crois que c'est Bruna Brasil, celle qui combattait en fille, dont plus personne ne parle parce ils l'avaient eux-mêmes enlevé de l'équation en laissant que les quatre garçons qui gagnaient. Il y a un premier accro. Euh, Prates a perdu contre Yann Gary il y a quoi, 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc il y a cette première défaite qui peut laisser des traces un petit peu dans l'organisation et dans la confiance en lui de Prates, même si je suis entièrement d'accord avec toi, il est favori contre Geoff Neal. Il y a aussi que le club est en train de prendre beaucoup d'importance. On a vu qu'ils ont accueilli beaucoup de monde. Est-ce qu'ils ont la structure pour passer de 4 à 8, 9 athlètes de très très haut niveau? Est-ce que certains n'ont pas été délaissés? Ça va répondre quand même à certaines interrogations structurelles et de moyens humains sur Fighting Nerds, puisque je rappelle, on va pas rappeler ceux qui se sont battus la semaine dernière et celle d'avant, on sait qu'il y a eu pas mal de recrues, mais déjà sur cette carte, il y a, alors je vais encore me faire engueuler parce que j'écorche le nom, mais Oleg Jesuk, il a fait également son camp là-bas, le Polonais. Mhm. Tu vois, donc il y a beaucoup de combattants en ce moment, et les Mera Bueno Silva, et même Karine Silva, qui est également sur la carte en prélim contre John Barboza, elle a fait son camp là-bas. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un gym qui a énormément de succès. Donc à voir si au niveau du suivi des athlètes, des game plans, de la stratégie, du camp en général, Prates a eu le même suivi et la même qualité plutôt que d'habitude parce qu'on sait que Geoff Neal, c'est besogneux, c'est pas le plus technique de la planète, mais par contre ça frappe très fort. Tu fais une faute, tu peux dormir, hein. Non. Ouais, non, ça je te suis. Et en fait, en 3 semaines, il y a des bons tests parce que j'y crois pas pour le premier, j'y crois beaucoup plus pour les deuxièmes. Mais dans un monde où Prates se fait battre par Neal et que Nicolas Haute nous fait un doublé avec ses athlètes contre les Nerds à Paris, t'as perdu de la hype, tu vois, en 3 semaines. Donc t'as raison, il joue aussi pas mal dans ce genre de fight. Mais ouais, Même là, Alex, sur cette UFC, ils font 3 combats. ouais. Donc tu prends un 0/3 sur celui-là, c'est panique à Paris, hein. Ça peut Ouais, déjà être pareil. panique à Paris avant même que ça ait commencé, hein. Ouais, j'avoue, avant de prendre l'avion, t'es déjà en panique. J'y crois, pareil, j'y crois pas beaucoup pour Karine Silva qui est 11e chez les Flyweight, je rappelle, contre Dion Barboza, j'ai quand même l'impression qu'elle est au-dessus. Mais bon, t'as raison, c'est du combat, donc ça peut aussi mal Elle a été tourner. rattrapée. Elle avait un combat contre Gigi Aldrich. Je crois que c'était prévu initialement, qui était beaucoup plus disputé. Ouais. Euh, mais Aldrich s'est blessé. Là, effectivement, Dion Barboza, c'est un peu la remplaçante qui va la faire briller et la faire revenir sur sa win streak. Néanmoins, en tout cas pour le deuxième contre Merchert, ça répond. Merchert, c'est l'ancien qui te, qui te laisse à penser que le MMA, c'est difficile. Il frappe fort, au sol, il n'est pas mauvais. C'est toujours un très bon test, Gerald Mercer. Donc, le troisième de Fighting Nerds, Michael Oleg il est pas dans un match-up hyper favorable quand même. Ça va être difficile. On aura aussi des réponses à son entraînement et au progrès qu'il a pu faire chez Fighting Nerds. Ouais, complètement. Et ce dernier combat de la main card, pareil, il y a un favori énorme qui est Kaya Sakura, le japonais. Deuxième combat à l'UFC. Alors,
t'en parlais tout à l'heure, c'est un parcours tellement particulier parce que tes débuts à l'UFC, c'était pour la ceinture contre Pantoja. Donc, tu avais tout de suite le test ultime de ta catégorie, l'ancien champion du Rising, on rappelle, qui donc est opposé à Tim Elliott, qui est 11e de ce classement des featherweight, des moins de 57 kilos, alors que Kai Asakura est 15e. On en a parlé, je sais plus, c'était la semaine dernière, Aldric. Je pense que Kaya Sakura n'aurait pas dû faire le titre tout de suite. C'était beaucoup trop le projeter trop vite, mais on sait que Pantoja a quand même nettoyé pas mal de la KT même avant de prendre le titre, donc c'est compliqué. Il faut lui mettre des nouvelles oppositions. Par contre, je pense aussi que Kaya Sakura n'est pas le 15e meilleur featherweight de l'UFC, qu'il est nettement plus haut. Et que donc c'est un combat où Kaya Sakura va rentrer tranquillement dans le top 10 pour montrer c'est quoi son niveau. Il est plus haut que numéro 15, Aldric, Kaya Sakura. On l'avait déjà dit quand on avait parlé de la KT, je sais pas, il y a 1 ou 2 semaines. Euh, Comment dire, la dernière fois qu'on a vu son adversaire Tim Elliott, on l'avait vu. Alors, il a été en grappling contre Alexis Torres. Il a gagné contre Sumur Derji et il avait perdu contre Mohamed Mokaev. Donc, voilà, c'est effectivement ce qui se fait, on va dire, top 15, 14e, 15e. Euh, il est sur un. T'imagines qu'à l'UFC, sa performance globale, c'est 9-11. 9-11, Tim Elliott. Donc, c'est un garçon qui a une très grande longévité, qui a 38 ans, qui est sur un 20-13 de carrière, qui est arrivé à l'UFC il y a très longtemps parce que ça fait depuis 2012, je crois qu'il est à l'UFC, t'imagines un petit peu. Et son run, il est d'affilée. C'est-à-dire que c'est pas un mec. Il a fait un premier run jusqu'en 2015, mais tu t'imagines quand même, 2012-2015, après il repart et il réintègre l'UFC en 2016. Et il est aujourd'hui à l'UFC depuis 2016, Alex. Donc, là, clairement, il le relance à Sakura. On va pas manquer de respect à Elliott, mais il y a sur le papier une très grosse différence de niveau. Mais toujours petit travail d'investigation. On sait qu'Asakura a changé d'être coach. Euh, donc voilà, à voir un petit peu ça va évoluer pour lui et de quelle façon il a repris son équipe, puisqu'il y a tout qui a été restructuré au sein de sa team. Non, mais c'est un match-up pour le faire briller, c'est un match-up pour le remettre dans le top 10. Et c'est bien que ce top 10, je pense que l'UFC aussi, on l'a toujours dit, il y a aussi le côté business. On en avait parlé, quand on avait parlé, c'était quand on faisait le débrief de Tatsuro, Taira. Avoir Taira et Asakura dans ce top 10, c'est bien pour l'UFC, ça ouvre des portes aussi au Japon, il y a des beaux match-up à faire, tu vois. Voilà, et c'est leur niveau. C'est leur niveau, donc pour moi, c'est une victoire de Kaya Sakura, je la vois assez tranquille. Enfin, je pense qu'on se plante pas là-dessus. En prélim, tu m'as parlé de Merchert Oleksiuk. Pareil, je ne l'ai pas le prononcé, désolé, je pense. Oleksiuk. De Karine Silva, Diane Barbosa. Il y a d'autres. Il y a un ou deux autres combats qui t'excitent un peu. Ah oui, Il y a un King oui, Green. Chase Hooper, Ouais, voilà. J'en avais deux, moi. J'ai Alexander Hernandez contre Chase Hooper, t'as raison, qui est sur 5 victoires de suite depuis sa montée en lightweight. Chase Hooper, il sort de Clay Guida et Jim Miller. Voilà, c'est la petite montée en puissance de Chase Hooper dont on avait parlé quand on avait fait l'épisode lightweight, qui est un des très très jeunes de cette KT, donc qui a du temps de se construire chez ses moins de 70, Aldric. Ouais, moi, Chase Hooper, très très gros suivi et on va suivre ça avec attention. Alexander Hernandez derrière, il est sur 2 victoires, une split et une décision. Euh, Défaite contre Bill Algeo et Damon Jackson avant. Euh, Ça fait partie, comment on pourrait dire ça? Ça fait partie des mecs solides, mais pas super talentueux de la KT. Et ça va permettre on va avoir une vraie idée des progrès de Chase Hooper. Puisque je rappelle, il a quand même battu Jim Miller, euh, son adversaire, adversaire commun avec Chase Hooper. Donc voilà, ils le font monter petit à petit. On avait vu des progrès en stand-up Mhm. la dernière fois. On avait vu un sol toujours aussi brillant. Voilà, je suis très très hypé par ce combat. Et je vais faire carrément. Pourtant, il y a un combat très intéressant aussi, mais tu m'as dit deux. J'aurais pu te dire Barbosa, Drakkar Klose parce que ça va striker à un niveau intéressant. Eh ben non, je vais te parler moi de Brian Battle, Rusy Boef. Ouais, très, très intéressant, mais t'as raison, Chase Hooper. Non, J'aime parce que bien la tu m'as dit construction de deux, carrière. Alex, hein, parce que tu m'as dit deux. Alors, si je dois Mais, choisir, c'est Chase Hooper et Brian Battle que je veux regarder.
Non, mais tu peux ouvrir quand même plus. Mais t'as raison, Chase Hooper, déjà, construction intelligente, je trouve. Tu vois, on le précipite pas, il a le temps, donc on le fait monter petite étape par étape pour construire ce run en lightweight. Ouais, Barbosa Klose, bah oui, tu sais que ça va être un peu fun, tu vois, si t'aimes les bonnes guerres debout, ça va bien s'envoyer. Le Ruziboyev Battle, je l'avais noté aussi, moi, dans les intéressants. Battle, on rappelle qu'il monte un middleweight, puisqu'il avait raté le poids de 5 pounds à l'UFC 310, c'était en décembre dernier, quelques mois après sa victoire sur Kevin Jousset à Paris. Donc, bye bye les welterweight, et on monte en middleweight. Il est hyper intéressant ce combat. Ruziboyev, il a seulement été battu par Buckley à l'UFC. Ouais, je suis très intrigué. Ouais, puis pour moi, c'était pas un énorme Walter, même s'il frappe très fort. Donc je sais pas. Je sais pas trop. Je t'avoue que Rizibov, on sait que c'est très solide. Et si la montée elle est mal faite, il risque de souffrir. Et voire même qu'on lui demande très gentiment de redescendre à Brian Battle. Moi, j'étais très déçu qu'il monte. Bon, déjà très déçu qu'il rate sa pesée. Euh, et parce que je te dis, je le trouve pas énorme. Euh, donc à voir, mais c'est quand même un mec qui suscite l'intérêt quand même. Mais 5 pounds, hein, Aldric. Il a pas raté Ouais, d'un ou ouais. deux pounds, tu vois. 5 pounds, c'est énorme, quoi. Il y a un moment, logique que tu t'interroges quand même sur est-ce que je reste en bas ou pas. On aura King Green, hein, habituel combat de King Green contre Diego Ferreira. Et un autre qui m'intéresse, moi, c'est Alibi Idris. Alors, on le connaît pas. C'est ses débuts à l'UFC. Il est invaincu. On est dans la catégorie flyweight. 10-0. C'était champion du Neiza au Kazakhstan, qui est son pays, c'est un Kazakh, contre Joseph Morales, qui lui revient à l'UFC. Morales, il avait fait 3 combats, 2017-2018, dont 2 défaites, mais tu as une de défaites, c'était Davidson Figueiredo, donc ça va, tu vois, c'est pas une défaite trop honteuse Et quand une même. split, ouais, je me rappelle. Il est repassé au Cage Warrior depuis, et il revient donc retenter un run à l'UFC, donc c'est. Déjà, tu sais que j'aime bien les petites KT, mais entre le mec qui débute à l'UFC, qui a faim de montrer, et le mec qui revient à l'UFC et qui a faim de prouver que c'est là où il avait sa place, c'est le genre de combat qui peut être fun. Ouais, ouais, puis en plus, il a que 30 ans. Morales, il a 30 ans, donc intéressant de voir. Et je t'avoue, pareil, pas du tout, je le connais pas, Alibi Idriss. Il faut se méfier de ces orgas où il y a Jason Poney qui a combattu déjà aussi euh, au fin fond du Kazakhstan. C'est toujours très difficile. Je le connais pas du tout, donc je crois qu'il a fait tous ses combats au Naïsa. Oui. Pur produit du Naïsa. Donc intéressant. Non, Intéressant de voir. je suis comme toi, je l'ai jamais vu combattre. Mais tu vois, justement, ça fait, il y a un petit peu une intrigue. Tu veux voir, bon, tu veux découvrir qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y a vraiment un niveau parce que comme tu dis, on sait jamais avec ce genre d'orga aussi. Il a Non, non, été mais c'est champion solide. là-bas, mais Ça, c'est des orgas compliqués. On voit ce que fait le Kazakhstan au niveau des IMAF. Ils ont une culture lutte très, très importante. Donc, c'est toujours intéressant de voir un champion de cet orga parce que tu dis, c'est une orga solide quand même où les étrangers, il fait pas bon y aller. Les taux de réussite sont relativement bas. Donc, pour ouvrir la carte, c'est très fun, c'est intéressant. Il est bien ce UFC 319, hein. Moi, il me plaît ouais, beaucoup. il est très très cool. Vraiment, en le préparant, je me disais, tu vois, pendant longtemps, on n'a pas eu de combat. Il y avait eu que Shimaev DDP d'annoncer parce que c'est tellement fort que tu arrivais à vendre là-dessus. Mais en fait, il s'est très bien rempli et il va être intéressant quasi du début à la fin. Donc, Moi, rendez-vous ce week-end. je Ouais. serai au Canada où je vais un peu travailler aux côtés de Firas Zahabi pour le camp de Manon. Et je suis content de l'avoir aux horaires normaux et de le voir avant de rentrer lundi pour être en présentiel et pas en télétravail avec toi. Mais je suis content de ne pas veiller toute la nuit et de pouvoir me le regarder en entier, celui-là, tu vois. Ouais, profite bien. J'avoue, c'est cool d'avoir de ces honneurs. Et puis, je sais que tu seras. Si j'ai bien compris, Aldric, il arrive lundi, il passe chez lui, il prend une douche, il se change et boum, Aldric Enerby dans les studios Exactement. Recordia. Voilà ce qu'on aime. C'est ce qu'on fait Voilà. pas pour son Alex Herbignac quand même Écoutez, aussi. vous voyez comme je traite mes consultants, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche chez Jab Life, Aldric. On passe au débrief de l'UFC Fight Night de ce week-end. C'était à l'Apex de Las Vegas. Aldric, on va parler de quelques combats seulement, mais surtout du main event. J'ai une seule question. C'est bon? Vous êtes dans le train de Fluffy, de Anthony Hernandez? C'est bon, les gens ont compris que ce mec-là pouvait être un problème pour n'importe qui à 185? Mais la performance est absolument ouf et loin, loin, loin de moi l'envie de décrédibiliser la performance d'un athlète. Et j'en parlais avec un mec qui nous suit sur YouTube, j'ai plus son nom, qui m'a dit, ouais, Aldric, le prono, les gars, déjà, quand on parle de 55-45, ça veut dire que c'est très serré, petit 1. Petit 2, la perf de Hernandez est absolument exceptionnelle. Mais j'ai un petit bémol quand même, moi, je m'interroge quand même. Euh, Dolidze, pourtant, j'ai essayé de regarder pour vous s'il n'y avait pas une blessure ou s'il n'y a pas à 38 ans peut-être une lassitude.
mais il n'y en a pas. Il vient de re-signer un contrat tout neuf avec l'UFC qu'il inaugurait à l'occasion de ce main event. Mais en fait, le gars arrive sans aucun game plan. Euh, et on voit un Hernandez qui a très très bien travaillé sur les changements de rythme, sur les calf kicks. C'était hyper intéressant et il a fait un travail de destruction énorme. Euh, et on voit un Dolidze qui est venu un peu improviser, tu vois. J'ai envie de te dire, il m'a fait un game plan à la Marvin Vettori. Pourtant, j'aime beaucoup Marvin, mais tu vois, il vient réagir à l'instant T à la problématique que lui crée son adversaire. Et moi, j'ai été quand même un peu déçu de ce manque de game plan et je l'avais trouvé quand même beaucoup plus fort dans ses combats précédents, notamment contre Nassourni. Ouais. Bah alors, 38 ans, tu le disais, hein, mais il avait jamais été fini. Là, il se fait soumettre au 4. Et alors, la soumission est d'une violence. On va revenir sur la phase de finish, mais même dans l'attitude, hein, comment il le jette par terre, Fluffy, c'est un démon. Moi, je pense que là, même là, peut-être que je peux te suivre, que le game plan n'était pas très intelligent là-dessus, en partie. Mais je pense qu'il faut souligner surtout ce que fait Fluffy. C'est un démon, le mec. Sur les réseaux, j'ai vu un mec dire hispanique Merab. Le rythme qu'il met, la pace qu'il met à ce poids-là, tu vois, en 185, c'est démoniaque. C'est démoniaque ce qu'il Beaucoup de fait. rythme. Après, pareil, tu vois, le KO, on peut disserter dessus quand même, hein. Je peux te faire une dissertation de 3 heures. Il y a quand même une extrême méconnaissance du règlement. Et pareil, tu vois, j'ai regardé 4 fois la finition en mettant le son à fond pour voir si le coin, parce qu'il y avait Merab dans le coin de Dolidze, il y avait du monde quand même, tu vois. Il n'y a pas un mec qui lui dit mets le genou, tu vois, qui l'engueule pour sa défense. Pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu le KO, on est typiquement dans ce changement de règle des appuis au sol, où avant, le fait de mettre les deux mains suffisait à te protéger des coups de pied et des coups de genou au visage. Et là, en fait, tu as envie de dire, en fait, la compréhension du camp d'entraînement et des règles qui ont changé il y a peu de temps, ça fait beaucoup de... et franchement, là, il y a quand même beaucoup de mais, tu vois. Pas de game plan, pas de connaissance des nouvelles règles, un cardio quand même assez défectueux dès le premier round. Mais t'as raison, elle est vraiment atypique cette phase finale. En plus, c'est toi qui l'avais dit dans un de nos premiers épisodes. Il y a des mecs avec ce changement de règle qui l'ont compris et des mecs qui mettront longtemps à le comprendre et qui vont en fait être perdants là-dessus pendant quelques temps. Dolidze, il croit qu'il est tranquille quand il met la main. Il croit qu'il va pas se prendre des coups. Il s'en prend des coups et dès qu'il met le genou, Fluffy arrête de mettre ses genoux parce que lui, il sait qu'il va être, qu'il va être rattrapé par l'arbitre s'il le fait. Et il passe dans le dos et il étrangle. Donc t'as un mec qui connaît la règle. Est-ce qu'il n'est pas KO quand il met le genou, Alex? Est-ce qu'il n'est Il pas est, complètement dans le brouillard aussi, en, tu vois? Quand je en dis tout cas, il est KO, très c'est mal. pas... il est touché, quoi, très fort, quoi, tu vois? En tout cas, il est très mal et il met très peu de temps à taper parce que oui, il est en train de se faire archi dominer. Mais personne n'avait mollé Dolidze comme ça. Personne l'a. Il la ragdoll pendant 4 rounds. Enfin, le R2, il y a un juge qui donne 18. Hein. C'est un 18, Aldric. C'est un 18 le round 2. Il le domine, il y a du dégât, il y a tout. Premier round, il n'y a plus de combat, Alex. Il n'y a plus de combat. C'est pour ça que je te dis quand même que je m'interroge sur un game plan quand tu viens faire euh, un, un main event. Alors, même si c'est un Apex, ok, mais c'est un main event qui te permet de revenir dans l'addiction. T'imagines, à 38 ans, il pouvait se repositionner sur un run. En termes d'enjeux sportifs, il y avait beaucoup de choses. En te faisant sortir par Fluffy, bah, tu vas devenir gatekeeper du top 15. Alors que en battant Fluffy, ou en tout cas en arrivant préparé pour essayer de le faire, tu te repositionnes à aller chercher une KT où on sait que les places vont être très, très difficiles à gagner. Et moi, je suis un petit peu atterré par l'absence de préparation et l'absence de game plan. Et je te dis, il y a ce travail de calf kick, mais ce travail de calf kick qui est magnifique de Fluffy. Il laisse des traces sur le footwork. Il ne fatigue pas sur le papier, tu vois. Là, il est gazé à la fin du premier. Mhm. Il n'arrive J'entends. pas à suivre le rythme. Euh, mais pourquoi il n'arrive pas à suivre le rythme? Il y a une réponse toute simple. Parce qu'il va au rythme de son adversaire. Et au lieu d'essayer d'imposer le sien, de mettre des phases de blocage comme il avait un petit peu fait contre Nassourdine, en venant chercher sa force physique, parce qu'il est très costaud, on le sait. Là, il rentre dans le rythme d'Hernandez et qu'il le broie en un round et après, il n'y a plus de combat. Voilà, Et on va résumer ça très clairement. Il y a un round où il y a une opposition que je donne très facilement quand même à Hernandez. Mais voilà, dans le premier round, c'est un peu serré. Il y a du répondant de la part de Dolidze et il y a des moments où il frappe dans la poche où il aurait pu être plus chanceux et capitaliser là-dessus.
Malheureusement, pour lui, ça ne passe pas. Les frappes passent à côté. Et après, il n'y a plus de combat. Et c'est. T'as raison. Et puis quand tu suis le rythme, ce rythme, il est juste infernal. En plus, il le fait avec un sourire. Il sourit quand il combat. C'est pour ça que je dis c'est un démon, Fluffy, pour plein de niveaux. Et tu sais que je conduis ce train depuis très longtemps. Mais il y a. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs dans cette. Et quand je dis beaucoup, je suis même. C'est un euphémisme, hein, Aldric. Je sais pas qui tient ce rythme dans cette catégorie. Je sais même pas. Alors tu vas me dire que c'est trop tôt et tu t'enflammes, Herbie, mais bon, je suis comme ça, j'aime Fluffy. Je suis même pas sûr que DDP y tienne ce rythme-là. C'est un démon. Hispanique mais rap, j'adore ce surnom. Après, on va revenir vite fait sur la carrière de Dolizé. Il a une défaite dans ses débuts à l'UFC. Enfin, c'était pas ses débuts, ça faisait déjà 2 ans qu'il y était contre Travis Gill en 2021. Après, sa première vraie défaite dans son run final, c'est Vettori, Nassourdine. D'accord? Voilà, c'est ces gens-là qui l'ont battu. Euh, Personne ne l'a battu de cette façon. Non, Tu vois ce que je veux personne. dire? Personne ne l'a battu de cette façon. Donc, la perf, effectivement, de Fluffy est exceptionnelle. C'est, je trouve qu'il a une structure en plus. Je t'avais dit, moi, ce que j'aime, c'est son côté un peu atypique. Je trouve qu'il combat vraiment pas comme les autres. Et toi, qui es quand même un homme qui aime, je sais, le travail contre la cage. Mais tu dois adorer Fluffy quand même. Parce que quand il arrive contre la cage, il va te chercher au corps. Dès que tu commences à te protéger, il te take down. Quand tu essayes de te relever, il te met à la fois des coups et il menace les étranglements. Il est partout et nulle part à la fois. Enfin, je trouve contre la cage, franchement, c'est un des meilleurs combattants de l'UFC contre la cage, Aldric. Mais même sur sa boxe, j'aime bien, moi, ce côté. Alors, souvent, les mecs qui mettent beaucoup de rythme, ils sont brouillons. Là, il arrive à être quand même très propre dans ce volume énorme qu'il met. Non, non, il a beaucoup de qualité, Alex. Ne le cachons pas. Moi, je j'ai jamais dit que je l'aimais pas. J'ai dit que sur ce match-up-là, j'étais à milieu de m'imaginer qu'il ferait un meilleur combat que Nassourdine n'a fait. Mais je te dis, je pense la suite, il faut la relativiser. Est-ce que c'est une très mauvaise performance de Dolizé, que j'ai quand même tendance à penser, ou est-ce que Fluffy, il arrive directement pour mettre les pieds dans le plat et s'inviter dans le top 3 de la KT? Bah, le prochain combat, j'espère qu'on aura un très gros test et je pense on va pouvoir capitaliser et savoir exactement si c'était Dolizé ou si c'est Fluffy qui est exceptionnel. Mais Ah, après, je te rejoins sur le cage control, sur le dirty boxing, sur le rythme, sur la marche avant qu'il met, et même la responsabilité défensive, parce que pour mhm. un mec qui avance beaucoup, il prend pas tant de coups que ça. Donc, non, non, les, il est les- très intéressant. les ruptures de contact, toujours mettre les coudes. Il est, c'est le Fluffy, c'est le MMA, hein. Si t'aimes le MMA global dans sa globalité, Fluffy, c'est le MMA comme d'autres Mais là, combattants, maintenant, hein. tu vois, ce qui est excitant, c'est de savoir où le placer. De Reader, On va y venir, ouais. Caillot, tu vois, donc c'est hyper intéressant maintenant, une fois qu'on a vu cette perf. Et là, tu as envie d'espérer qu'il soit pas blessé, qu'il puisse vite repartir sur un camp et de le revoir contre quelqu'un de plus haut placé dans la catégorie. On ouvre cette discussion tout de suite. Je termine sur son jeu global. Je t'en ai parlé même en off. Il utilise les cradles. Alors pour ceux qui savent pas, qui voient pas, mais c'est ces techniques de lutte où il t'entoure la tête et tu vas chercher sous le genou en fait. Avec tes deux mains, t'entoures et la tête et le genou pour changer ses positions dans les scrambles. C'est un des rares à le faire. T'as du Gilbert Burns qui le faisait aussi. J'ai vu un thread de JDK sur Twitter pour le coup qui explique bien ça. Ouais, il est même dans le détail, il est génialissime, Non, je non, trouve. techniquement, Personnellement. il est Ouais. très au point. Techniquement, il est très au point. Et je te dis, c'est juste dommage qu'on n'ait pas eu un Dolizé avec un tout petit peu plus de répondants. Ça aurait répondu à beaucoup de questions. La suite, t'avais raison d'ouvrir. Il était numéro 10. Avant ce combat-là, Dolidze était numéro 9. Déjà en conférence de presse, Hernandez dit que l'UFC l'envoie à Chicago. Je sais pas si t'as lu ça. Pour... J'ai pas très bien compris pourquoi, Je ne sais pas pourquoi non plus, mais lui il dit, moi de toute façon je veux le titre, machin, mais l'UFC apparemment l'envoie à Chicago. Je pense qu'il l'aime beaucoup après ce qu'il a fait hier pour le coup, enfin ce qu'il a fait ce week-end pour le coup. Euh, il était numéro 10 avant. J'ai aucun problème à le passer numéro 7 devant Dolidze, Cannonier et Whitaker. Je suis pas loin de pouvoir le mettre devant Caillou, hein. Sur le jeu qu'il a, global, là tu peux pas l'enlever, Caillot, parce qu'il faut le laisser haut oui, placé pour donner de l'intérêt au main event de Paris. Euh, mais dans son jeu global, je suis pas loin de te le mettre devant. Moi, je te dis, bien sûr qu'on peut le mettre devant, et je te dis même directement où j'ai envie de le voir tout de suite, comme ça on en parle. Moi, j'ai 2 noms à te proposer. Je veux, j'ai pas du tout envie de parler de Nassourdine contre Strickland. J'ai pas envie de parler de ça. Laissez-moi tranquille avec ça. Moi, je veux voir Nassourdine contre le gagnant de Chimaev DDP. Point final. Yes. Donc, j'ai envie de voir Fluffy, soit contre Sean, soit contre The Reader. Ouais, bah
Bon, au moins on est d'accord, c'est les deux noms que j'ai notés. C'est les deux noms que je veux. De Reader, ça fait sens, c'est les deux mecs qui montent vachement. Tu crées un De challenger. Hein. Reader, De de Reader Reader, ça Fluffy, tu fait crées un sens, challenger. mais c'est quand même deux mecs potentiellement capables de monter sur le titre. Je pense, moi, je suis pas comment dire, ben, là, on peut vraiment dire le truc, in Sean Shelby shoes, parce que c'est lui le matchmaker de cette catégorie middleweight. Euh, je pense qu'ils vont prendre Strickland. Pourquoi? Parce que ça permet d'économiser les deux. C'est-à-dire que tu vas chercher Strickland pour un, et je sais pas, un de Reader, tu peux aller le chercher tu peux le mettre contre le perdant de Caio Nassourdine ou le perdant de Canonier, ou Canonier s'il gagne, tu vois. Comme ça, tu économises tes chances pour les deux et tu les fais pas t'opposer. Mais tout peut faire sens. Non, t'as raison, c'est sans doute en sacrifier un des deux. Par contre, tu crées un challenger sûr. C'est le gagnant de Fluffy de Reader, il est challenger. Moi, il m'intéresse parce que j'aimerais bien voir ce que fait Fluffy contre ces genoux-là. Et je veux dire, il va avoir un sourire et il va les prendre, machin. Je suis pas sûr que ça tourne du côté de Reader pour le coup. Mais Non, non, mais ça peut être très intéressant, je suis d'accord avec toi. en vrai, je dois choisir. Ouais, mettez-le moi contre Strickland. Tu sais ce que je pense de Strickland, Aldric? Laissez Fluffy me moller Strickland pendant Ouais, 5 puis roulements. attends, Alex, ça fait Ah ouais. longtemps qu'on n'aura pas vu un affrontement américain contre américain pour le très haut niveau middleweight, hein. Ouais, complet. Tu vois ce que je veux dire? Bientôt, il va falloir repasser par Rich Franklin pour revoir ça. Donc, et c'est pas tout neuf, tu vois. Donc, vraiment, c'est un match-up qui fait sens. Et ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas vu un affrontement américain vs américain à très très haut niveau dans cette catégorie. Non, et je te dis, on va juste pour le plaisir. Moi, je sors les popcorn parce que je sais comment il va se tourner ce combat. Je sais très bien comment il va tourner ce combat. En fait, j'ai Je envie vais de le voir parce m'amuser. que je suis d'accord avec toi. J'ai envie de voir si Fluffy, c'est la kryptonite de Reader. Ouais, non, mais je te parlais même, moi, Strickland. Je veux le voir détruire Strickland. Je vais être clair et net. Je veux voir Fluffy détruire Strickland. T'es méchant, toi, Alex. Ouais, peut-être. Peut-être que je suis un peu méchant là-dessus. En tout cas, voilà, on a créé et ça renforce ce qu'on disait sur cette KT, Aldric. Elle est géniale, cette KT. Ouais, et Elle est géniale. ils l'ont fait revivre, mais c'est Elle est top. complètement dingue. Elle est top, top. Et il a eu un des 4 performances of the night. Pour le coup, Fluffy, il y a aussi Christian Leroy Duncan, Elijah Smith, Jocelyn Edwards. Jocelyn Edwards, le super KO en Ouais. reculant avec le crochet, il est techniquement superbe. Les 4 ont eu performance of the night. Je crois qu'il n'y a pas eu de fight of the night. Il n'y a eu que 4 performances of the night. T'aurais pu le donner aussi à Uros Medic, KO en 63 secondes. Mais bon, écoute. Ouais. C'est. Solide, hein, notre ami, hein. Ouais, il y a eu des beaux finishes en tout cas dans cet event. C'est pour ça que je voulais noter ça aussi. Et on va revenir sur le slam d'Elijah Smith juste après le co-main event. On voulait dire un mot sur le co-main event quand même. Erseg contre Ode Osborne. On l'avait dit, Erseg c'était un peu voilà, le combat qu'il fallait gagner pour se relancer. Alors il l'a gagné 3 fois 29-28. Et je suis absolument pas d'accord, Aldric. Ode Tu veux parler Osborne. d'Erseg en premier? Ouais, Si on parle ouais, comme. d'Erseg en premier, en fait, c'est pas un manque de respect ni pour Erseg ni pour Osborne. Mais avant de parler de ça, il faut. Cette soirée, on va la résumer en 10 secondes et après on en parle. Il y a effectivement des prestations très intéressantes, des prospects qui ont confirmé, ça c'est aussi très important. Leroy Duncan, qui est quand même un champion du monde IMAF. Tu vois, Jean Matsumoto, qui vient des Dana White Contender. Il y a comme Jocelyn Edwards qui est intéressante, Urose Medic. Donc il y a des prospects qui ont confirmé. Il y a eu des très beaux KO. Il y a eu un main event exceptionnel. Ok. Il faut parler du slam, on le fait juste après. Et si on parle du co-main, il faut quand même parler de nos amis Lee et Cartledge, qui sont des juges, très connus en plus. Cette carte, elle est complètement folle, parce que là, j'ai sous les yeux les décisions euh, de 5 ou 6 combats. Il faut aussi prendre en compte les combats qui sont allés, qui ont été finis avant, mais sur lesquels il y avait déjà eu des rounds de notés. Il n'y a quasiment pas un juge qui a noté de la même façon. Non, je Mais suis d'accord. la palme d'or, c'est Lee et Kardic qui, eux, ont noté systématiquement différemment de tout le monde. Lee qui score un 30-27 contre Makonico et Brundage, qui note un 29-28. Philly Rodriguez, il n'y a que lui. Il était dans un monde parallèle ce soir. Et on peut en dire autant pour Kardic qui note un Matsumoto Jones 29-28. C'est le seul. Il est tout seul dans son monde. Et pareil pour Herseg Osborne, il est tout seul. Non, ils sont deux avec Colombe quand même, mais, mais d'une façon un peu différente. Euh, c'est Non, compliqué ouais. les juges. C'est Non, compliqué les juges c'est quand très même là, hein. compliqué. Mais Très très compliqué. Ils voient pas la même chose, Alex. Ils voient pas non, la même chose. Je le, pense vraiment qu'ils sont. J'ai pas envie de penser au complot et à la malhonnêteté. Je pense vraiment.
que dans leur formation et dans leur interprétation du règlement, ils voient, là, il y a des 30-26, des 30-27, des 29-28 d'un côté, des 30-29 de l'autre, des rounds. Et même sur les 29-28, ils ne sont pas notés de la même façon au niveau des rounds, Alex. C'est arrivé à de très nombreuses reprises. Non, non, mais C'est une catastrophe. il C'est y une a pas de catastrophe. t'as totalement raison. Il n'y a pas de complot. Il y a juste des mecs qui ne comprennent pas exactement comment on doit noter un combat de MMA avec les règles unifiées et les critères tels qu'ils sont. Vraiment. C'est pour ça que ce round 2 de Osborne Herseg, que les trois juges donnent, puisqu'il y a 29-28 pour les trois juges, et que c'est impossible que tu donnes pas le 1 à Osborne, qui met le down. Donc ils ont tous donné. Parce que les cartes, je les ai pas trouvées. C'est le seul combat où j'ai pas trouvé les cartes. Et C'est celui-là. ils les ont... Je me demande si... Tu veux que je te dise un truc? Là, t'as Il y complot a là. non, je pense qu'il n'y a pas complot. Je pense qu'il y a interception, je pense. Je pense Bah, que pour éviter les polémiques des journalistes, ils ont intercepté ça, moi. Parce donc que normalement, à MMA Décision, ils ont un accord avec les commissions athlétiques. mm, Ils les ont dans les 5 minutes qui suivent la fin du combat. là, elle 5 n'existe minutes, pas. Alex. Là, elle n'existe pas. Donc moi, Et je je te dis, pense que c'est pas un bug, c'est volontaire. Ils sont en train de. Je pense que là, il va y avoir du changement sur les juges parce que on va reprendre la vieille expression française. Là, je pense que c'est la goutte d'eau. c'est, tu vois, tu m'entends, c'est pas possible de pas donner le 1 à Non, Osborne. Ça veut dire qu'ils ont donné 2 et 3 à Herseg. Le et 3, moi, pour moi, le Osborne 3, je l'entends gagne très ce bien. combat, Alex. Mais bien sûr qu'il le gagne. Et j'entends très bien que le 3, il est à Herseg aussi sans aucun Ouais, problème. ouais, ouais. Le boxeur, celui qui était censé être meilleur boxeur, se transforme en lutteur, mais ça c'est le MMA, il s'adapte, Herseg, il a du mal, dès qu'il rentre, il se fait contrer, il se transforme en lutteur. Dans le 3, il en fait quelque chose, il va chercher des soumissions, des tentatives, il passe même pas très Non, loin. mais je te rejoins. Le 3 est à lui 100 fois. Dans le 2, si on juge les critères du MMA, il ne fait rien de sa lutte. Il ne fait rien des moments de contrôle qu'il a. C'est Entièrement Osborne. d'accord. Voilà, ce round est à Osborne. Et tu sais quoi, mais par contre, sur MMA Décision, tu sais que tu as le public qui vote. 66% donnent le round à Herseg, Aldric. J'étais sûr et Ouais, fixe. et sur, comment ça s'appelle? Excusez-moi, il est un peu tôt. Sur l'autre site où ils votent, là, je l'ai en plus sur mon téléphone. Verdict MMA. Sur Verdict aussi. Sur Verdict aussi. Et ça, je persiste à dire, on est très mal éduqué. À l'UFC notamment, qui met tous les tu sais, comme je t'ai dit à chaque combat, qui met tant de contrôle et tout, alors que c'est pas le critère principal. Les gens, beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment juger un round de MMA. Il ne fait rien de sa lutte, il fait rien de ses positions de contrôle. Les dégâts sont faits par l'autre sur les contres. Le round, il est à Osborne. Dans les Sinon, changez-moi les critères. D'ailleurs, il va y avoir des changements, on va y venir juste après. Enfin, vous les savez déjà, mais ils ont été votés, donc on vous fera les 2-3 précisions importantes. Ce combat, il est à Osborne, Aldric. C'est tout. Et par Moi, contre, je le vois comme ça. il a transformé Herseg en lutteur, quand même, pour le coup. Mais C'était. Arcep fait une très bonne adaptation, hein. Là, il Ouais. nous a montré, tu vois, nous qui l'enterrions un petit peu il y a quelques épisodes, il nous a montré une belle adaptation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un striker, il sait faire du MMA et il l'a très bien montré. Mais pour moi, il le montre trop tard, Alex, sur cette UFC. Ouais, et tu sais, pendant les 2 premiers rounds, c'est. C'est la définition de la folie, je crois. C'est refaire toujours la même chose et penser qu'il y aura un résultat différent. Il fait les mêmes entrées, il se prend les mêmes contres. Avec le crochet du bras arrière. C'est étonnant, mais il a mis trop de temps à s'adapter. Il le fait bien, Ouais, mais je trop suis de d'accord temps. avec toi. Donc voilà, on a fait notre petit débrief de ce co-main event. Et les petites performances qu'on voulait noter, Aldric, t'en as parlé déjà tout à l'heure, mais Christian Leroy Duncan qui prend la performance of the night aussi. Son spinning back elbow sur Eric Anders, il est même techniquement, il met 2 low kicks. Après, il y a une feinte de low kick pour faire partir le spinning elbow, puis il termine avec les coups contre la cage. De toute beauté, comme on dit. Ouais, puis il revient bien là. Dire, à la base, c'était vraiment un très gros prospect. 7-0 au Cage Warrior, champion du monde IMAF. Une très belle carrière amateur, même s'il a effectivement perdu sur ses mondes. Euh, Là, il arrive, il commence vraiment à se lâcher. J'aime bien son striking. J'aime bien la complicité qu'il a avec son entraîneur. Non, ça commence à devenir un problème. Ça commence à devenir un très gros problème. Marrant que j'ai noté aussi, mais André Fili contre Christian Rodriguez. Donc il y a Rodriguez lui a fait le doigt de Max. Ouais. Ouais, viens dans le truc. Et Fili qui dit Max, c'est le seul mec qui fait ça bien. Et tu vois, j'ai bien aimé ce respect, ce genre de truc. Arrêtez de le faire tous là. On a vu même passer récemment, je sais plus dans quel orga, où un mec le fait et il se fait connecter dans dans les 5 secondes qui suivent. Mais j'ai bien aimé cette réponse de laisser ça à Max. C'est son truc, tu vois, c'est sa marque de fabrique un peu. Et tu sais qu'André Fili, stat marrante, il a égalé Gleason Thibault. C'est le plus grand nombre de victoires
en split décision, victoire, je parle, hein, pas de combat, mais de victoire en split décision de l'histoire de l'UFC. Il en a 5. Ça, t'as la vue, Après, ça, marrant. c'était la carte, là. Je crois qu'il y en a eu 4 juste sur cette carte, Alex. Là, ils n'ont pas fait une belle perf, nos amis juges, hein. Non, non. On est d'accord. Et dans les perfs qu'on pouvait noter, parce que c'est un clin d'œil à notre Jab Culture qui est toujours en ligne. Vous savez qu'une fois par mois, on met nos casquettes de matchmaker et on fait le point sur une KT. Dimanche, on vous a fait les moins de 93 light heavyweight et on vous a parlé de Julius Walker qui a battu Rafael Cerquera. C'est première victoire à l'UFC. Donc on va voir ce que ça va donner pour Julius Walker qui avait été passé par Manyfield avant. Voilà. On revient juste, le dernier point important sur cette soirée, parce que je sais que tu as préparé des choses, c'est ce slam d'Elijah Smith sur Toshimo Kazama, round 1. Donc voilà, et le slam, c'est à la Rampage Jackson, là, il le soulève et voilà, il l'écrase au sol. Et il y avait un point intéressant que je voulais te noter, et après tu développes toi sur ce que tu as préparé, Ouais. c'est qu'en effet, le slam termine sur l'arrière de la tête. Il l'écrase pas sur son dos, il l'écrase sur l'arrière de la tête. On sait que les coups derrière la tête sont illégaux. Mais un slam, c'est pas illégal. Est-ce que tu changerais un truc là-dessus, tu vois? Est-ce que ça devrait être un truc illégal ce qu'il a fait? Non, non. Les seules projections qu'il faut sanctionner, c'est les projections type un peu marteau-pilon, comme avait fait Bob Sapp à Minotaur, et comme peuvent faire certains athlètes en cage control, où ça retombe directement sur la tête. Ça, c'est dangereux. Et les slams où tu as réussi à charger le mec sur l'épaule et que tu le fais volontairement, c'est pas un slam d'ailleurs, c'est une projection à grande amplitude, où tu le fais tomber volontairement sur la tête. Ça doit continuer à rester interdit et ça l'est déjà. Concernant ce genre de technique, euh, c'est une technique très dangereuse. Déjà, petit 1, il y a beaucoup d'interviews sur Brazilian Top Team qui disent que Ricardo Arona, qui est la victime, parce qu'en fait, tout le monde se rappelle de Quinton Rampage Jackson, mais pas de ça. Peu de gens se rappellent de sa victime, qui était. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde disait oui, il est dopé. C'était une grande star du MMA, relativement jeune à l'époque, très gros grappleur. Ricardo Arona commençait vraiment à avoir un striking intéressant, bien que quelque peu raide à l'époque, parce qu'il était extrêmement musculeux, et ça n'a plus jamais été le même combattant après cet accident de voiture qu'il a eu, parce que le choc est exceptionnel, et c'est un KO qui doit avoir 15 ans et qu'on continue à revoir régulièrement tellement il est impressionnant. Néanmoins, je dis qu'il ne faut pas les arrêter, parce qu'en fait, le combattant est pas bête, mais ce sont des techniques, ça, sur clé de bras et sur triangle, où tu as juste à ou évoluer techniquement, avoir un temps d'avance et empêcher le mec de venir se mettre debout en créant un levier, notamment en allant chercher de l'angle avec la jambe, pour ceux qui me comprennent, ou alors simplement, tu te sens pas capable de faire ça techniquement parce que tu n'es pas une ceinture noire ou marron de jiu-jitsu, ben Alex, tu ouvres ta garde, tu Ouais, tu lâches en sacrifies fait. tu Ouais. sacrifies la soumission en recomposant et en ouvrant tes jambes, Dès que et tu c'est sens, le dès que tu sens le lift, dès ouais, que tu sens le lift, tu lâches en fait. Ouais, ouais, c'est ce que je me tu disais. tombes de Ouais. 40 ou 50 centimètres au lieu de tomber de près de 1,50 m ou 1,80 m au niveau du trajet de la nuque, tu vois. Ouais. Donc, on peut pas du tout incriminer les mecs qui slament. Il y a un peu de fight IQ. Et si tu sens que tu es à plus d'1 mètre de hauteur, même là, tu peux encore ouvrir les jambes parce que tu n'as pas l'impact et le retour avec le poids également du corps de ton adversaire. Même à 1 mètre, tu ouvres les jambes. Effectivement, tu peux te retrouver dans une position où tu donnes le passage de garde, mais tu n'es pas KO. Et surtout avec les séquelles que ça peut laisser par la suite. Parce Non, que non. c'est un double KO, quoi. Il y a le poids du tapis, il y a le poids de l'adversaire qui vient taper. Et les cervicales, elles prennent vraiment très très cher. Mais tu sais pourquoi j'ouvre le débat? Re-regarde-le au ralenti. C'est Eli- monstrueux. Mais non, mais Elijah, avec sa main gauche, il appuie sur la tête. Il fait en sorte, tu vois, il accompagne le mouvement avec sa main pour que la tête aille bien fracasser le sol. Là, ça m'interroge plus sur. Mais ça, c'est difficile parce que tu peux pas le juger en temps réel. Il faut voir le ralenti, tu vois. Il faudrait un instant replay presque pour que. Mais c'est délibéré. Enfin, tu vois, il appuie son ouais, mouvement mais après, pour aller fracasser la tu tête. commences à disqualifier sur ça, tu enlèves les slams définitivement, tu vois, parce que Bah oui, je sais bien, je tu sais bien. vois, cette notion de slam, c'est fait pour sortir d'une soumission quand même. On oublie trop souvent ça. C'est ce slam, il peut venir sur une guillotine. Pareil, je vous donne une vieille ref, mais c'est la première qui me vient à l'esprit. Vanderlei Silva, Kazushi Sakuraba. Il est pris en guillotine, il vient charger par en dessous et il le claque sur la tête. Et elle peut venir sur défense de triangle et défense de clé de bras. Sauf qu'en fait, moi j'ai envie de te répondre, Alex, bah, si tu veux pas te faire slammer, tu arrêtes la soumission.
J'entends, Donc, j'entends ton argument. ça reste un sport de combat et quand bien même il y aurait de... Je ne disconviens pas sur le fait que les intentions sont extrêmement mauvaises, voire malhonnêtes, mais c'est pas grave, c'est dans les règles. C'est à l'autre d'être plus intelligent et de soit d'avoir un temps d'avance pour finaliser, soit d'ouvrir en urgence et de recomposer, de travailler sur autre chose. Non, mais je te suis dans ce sens-là. C'est-à-dire que même avec, par rapport à ce que je dis, bah, il faut interdire tous les slams. C'est soit tu interdis tout, soit tu peux pas faire au cas par cas. C'est trop dur à juger. Donc, en effet, vu que tu as un moyen technique de t'en sortir, bah oui, j'entends qu'on les garde en fait. On les garde, tu vois. C'est pas comme pour le coup, tu vois, un coup de genou dans la tête quand tu vois pas le truc arriver alors que tu étais au sol, où t'as presque pas moyen de t'en sortir si c'est fait très violemment et très rapidement. Là, vu que tu as un moyen Pour technique te de t'en répondre sortir, là-dessus, je go. serais bien plus horrifié par certains événements japonais qui continuent à autoriser les coups de genou au visage au sol Mm. ou les stomp kicks. Là, oui, c'est dangereux. Et surtout, tu n'as pas de moyen de t'en sortir. Si le mec a décidé de faire ça, un soccer kick, un stomp kick ou un coup de genou au sol, comme certaines ligues japonaises l'autorisent, là, tes cervicales, elles vont écoper et tu n'as pas de moyen de te défendre. Mais sur ce genre de technique, le simple fait d'ouvrir la garde, ce qu'on t'apprend de la ceinture blanche, en fait, hein, te permet de passer outre. Donc on peut pas l'enlever, Alex. C'est pas possible, pas en professionnel. Non, je te suis là-dessus. Et les stromp kicks, voilà, pour ceux qui. On aime l'époque du Pride, mais voilà, c'est l'époque où c'était utilisé. On peut penser à Shogun contre Diabaté, ce genre de choses. Et même toi, tu nous as expliqué hein, dans nos Jab Culture, la culture là-bas au Brésil où ça stomp kick en sparring à l'entraînement. Ce qui est une folie absolue et furieuse quand même. Box Euh, Curitiba, année 2005. Laisse tomber. On passe aux news rapidos autour de l'UFC. Pas une, pour le coup, c'est pas une news, c'est une actu. Et là, on prend des minutes pour ça. Aldric, t'es à Las Vegas. Si t'es pas avec moi, c'est que t'accompagnes Iliane. Tu le disais tout à l'heure, vous êtes en plein cutting au moment où on se parle. Enfin, on va avoir la pesée dans quelques heures. Ce mardi soir, au Dana White Contender Series, main event contre le Brésilien Nemias Santanac, qui a 7-2-1 en carrière, passé notamment par le Jungle Fight et le LFA. On rappelle du côté d'Iliane, c'est 6-0 qui est passé par Ares et Hexagone notamment. On rappelle hein, l'enjeu des Dana White Contender Series. Si tu gagnes ton combat et que tu brilles assez, puisque c'est Dana qui décide, tu peux avoir ton contrat direct pour l'UFC. Comment je vais être simple hein, dans mes questions, Aldric. Comment il est, Iliane? Comment tu le sens et comment tu sens ce match-up? Il a fait un très 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 bon travail. Au niveau du cutting, il reste, au moment où on se parle, il reste même pas 1 kilo, donc tout va être fait très rapidement. Il est 6h20 du matin là, à Vegas au moment où on se parle et je vais aller lui apporter encore un petit peu de force euh, dans quelques instants. Le match-up, bah, il est favori par les sites de Paris. Ceci, comment euh, je pense que c'est un favori logique compte tenu du fait que euh, le travail est bien fait, que son adversaire est un striker et que Ilian a l'avantage et du reach et de la taille et même du passé, tu vois, c'est pas un mec qui a beaucoup d'expérience et qui a déjà 2 défaites et c'est surtout un mec qui a déjà été dans la catégorie des Walter. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vois Ilian favori. Euh, c'est pas le moment de faire des hommages, mais moi j'avais certains de mes athlètes qui étaient blessé. On rappelle le forfait de Virgil Hogan. Donc, c'est un camp qu'il n'a pas fait à Nice, qu'il a fait. Alors, en plus, on fait un petit parallèle avec l'UFC. Je te disais que Kaya Sakura avait changé de son équipe. Son équipe, son head coach était Eli Kerr. Et c'est Eli Kerr qui s'est occupé de toute la partie stand-up et même, j'ai envie de te dire, de tout le camp d'Ilian dans le Nord que j'ai rejoint, qui est un très, très grand professionnel qui gagne vraiment à être connu, un Français avec beaucoup d'expérience. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on est très optimiste quant au résultat d'Ilian mardi soir en main event de ce Dana White, de cette premier week-end de Dana White Contender Series. Et on a de la chance, par rapport aux années précédentes, ce sera sur RMC Sport, ce sera diffusé en France. Donc allez regarder ça, allez donner de la force à Eliane. Et on a vu ce qui s'est passé à Paris. Hein. On n'a pas de nouvelle signature pour l'UFC Paris, de nouveaux Français, contrairement aux années d'avant. Tu penses, on a déjà un peu parlé dans cette émission, mais que la route désormais pour que nos athlètes y signent à l'UFC, c'est ça? Ce sera les Dana White Contender. En plus, on sait qu'elles vont s'étendre et que c'est en tout cas en projet. Le projet, c'est que ce soit plus long et que ce soit presque. On l'avait dit, hein, moi, nous, on pense tous les deux que ce sera bientôt peut-être un truc presque annuel, les Dana White Contender Series. C'est ça le chemin maintenant pour nos athlètes. Il faudra passer par là. Clairement, Sauf short que- notice, enfin, tu vois, sauf voilà. blessure, Mais short ouais, mais notice. short notice, vu qu'il faut un visa et que nos athlètes n'en ont pas, je pense que clairement, tant que le circuit européen n'est pas plus développé, euh,
c'est compliqué pour nous parce qu'en fait, on peut intervenir sur des short notice dans les pays arabes, tels qu'Abu Dhabi ou Riyad, sauf qu'en général, ils vont plutôt favoriser les locaux, ceux qui s'entraînent là-bas, pour des raisons on rappelle que ces événements sont financés quasiment exclusivement avec le partenariat Riyad Saison, donc en général, ils vont aller piocher dans les athlètes familiers d'eux. C'est pas vraiment un passe-droit, c'est un réseau et c'est comme ça. À partir de là, tant que 80% des événements se passent aux États-Unis, ou 70%, les athlètes européens ne seront jamais favorisés. Maintenant, moi, j'ai envie de penser que l'Espagne peut devenir comment dire, un passage obligé de cette UFC, de ces UFC, qu'il peut y avoir rapidement, dans les 2, 3 prochaines années, plus de dates en Europe, ce qui permettront aux combattants européens en général et français par la même occasion d'être également choisis en cas de short notice. Mais pour le moment, effectivement, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué parce que on est exclu d'office de tous les short notice américains. J'ai expliqué la temporalité pour les événements qui se passent dans le Golfe. Et on sait que maintenant, ils commencent aussi à organiser en Chine et en Asie. Donc, c'est pas du tout des endroits où on est prioritaire. Donc, évidemment que pour les Européens, le Dana White Contender Series il va devenir très vite, je pense dès l'année prochaine, plus gros et qu'il y aura beaucoup plus de combattants pris et qui vont devoir tenter ce coup de poker. J'invite vraiment tout le monde à regarder. C'est très impressionnant comme événement parce que c'est un événement sans public ou très peu où il n'y a que 5 combats, ça va très vite, ça se passe tôt dans l'après-midi et ça finit tôt le soir. Et il y a donc un silence euh, de mort et il y a les 4 boss de l'UFC. Quand je dis les boss, c'est bien sûr Dana White, c'est Hunter Campbell, c'est Sean Shelby et Mick Manard. Donc c'est ceux qui ont le pouvoir de changer ta vie et de te faire signer un contrat qui sont là. Donc c'est un événement avec beaucoup de pression. Et c'est vraiment quelque chose de pas facile. Mais Ilian est prêt et je suis persuadé que c'est dans la pression qu'il va exceller et qu'il va nous faire un très très bon combat mardi soir. Puis t'as raison, pour les combattants, ça change leur vie. On voit beaucoup d'émotions dans les Dana White. Pour ceux qui n'ont pas regardé, qui vont découvrir ça là sur RMC, beaucoup d'émotions parce que ceux qui ont le contrat, bah, c'est parfois le rêve d'une vie de combattant. Ceux qui ne l'ont pas, bah, ils sont très déçus. Enfin, c'est vraiment ouais, une carte de combat très spéciale par rapport à d'habitude. Et t'as raison, nous. En vrai, notre meilleure chance de short notice, c'est une fois par an. Hein, ça s'appelle l'UFC Paris. Et t'es même pas sûr. Alors, si ça a été annoncé, que vous me le disiez en commentaire, les auditeurs, mais je sais que tu sais, l'adverse, c'est Kathleen Freeman, la fille de Ian Freeman, qui est à Paris. Ouais, C'est ça son. non, c'est pas Kathleen. Ça va me revenir. Attends, ça va me revenir. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, ouais, Ah, je pense que je me plante. Enfin, la fille de Ian Freeman qui est prévue là, sur la carte, son adversaire a sauté. Donc, si une remplaçante a déjà été trouvée, que vous me le disiez en commentaire, parce que j'ai pas vu passer l'info pour le coup, mais je sais que Delphine Benwesh, Nicolas Haute a dit non, elle veut pas monter de KT, tu vois, elle est bien en 115 en strawweight, donc elle veut pas. Mais t'avais une Tekena, t'avais, tu vois, Alex, que tu pouvais aller chercher. Donc, je vais être intéressé de voir, parce qu'ils ont dit que Freeman restait sur la carte, qu'elle voulait être gardée sur la carte. C'est Kennedy Freeman, son prénom. Kennedy Freeman, excuse-moi, j'avais le cas. Je savais que ça commençait par un cas. Donc, je vais être intéressé de voir qui ils vont chercher. Parce que tu pouvais le proposer à Alex. Elle est là. Après, je te dis vraiment, là, au moment où on se parle, il y a eu des annonces cette nuit sur les changements, futurs pay-per-view, beaucoup de choses qui vont changer. Je peux pas encore en faire la synthèse parce que moi, ma nuit, elle a été courte, comme vous l'aurez compris, mais je pense que dès la semaine prochaine, on pourra déjà donner une ligne directrice. Mais sur 2026, il y a énormément de choses qui vont changer, énormément. J'ai pas envie de te dire tout et qu'après la semaine prochaine, on déçoive un petit peu notre audience. Mais je pense qu'il y a un remaniement complet du pay-per-view, il y a un remaniement complet du Dana White Contender Series. Et je pense que dans les semaines à venir, dès la semaine prochaine déjà, on pourra parler de ce broadcast TV. Et je pense que très rapidement, on pourra parler du Dana White Contender Series également. C'est pas qu'une. T'as raison, c'est la fin du cycle des droits télé aux États-Unis. C'est pas juste des droits télé qui vont changer. Tu peux restructurer la façon dont tu fais tout ça. Changer, Alex. On en parle. Changer, et on sait qu'ils sont en contact avec Paramount Plus aussi, il y a Netflix dans le deal. Tout ça s'est décidé ou va se décider très rapidement. Moi, je pense que ça s'est décidé là en fin de semaine et on en saura plus là dans les heures à venir. Ouais, le catch, la WWE aussi dans le groupe TKO aussi a annoncé des changements dans son modèle. Donc tout ça va bouger en effet dans les jours à venir. Donc on vous en fera un point complet. On parlait des gens qui peuvent être en attente de short notice ou de possibles remplacements. Ça concerne aussi des gens de ton équipe. On peut penser à Virgil Hogan, à Axel Sola qui sont toujours disponibles au cas où pour ce genre de choses, notamment pour Paris. Et si je cite le nom d'Axel Sola, c'est que je vais ouvrir un autre petite news actu sur le combat en France. On a eu l'annonce du combat de retour, défense de la ceinture d'Ares pour Baki.
Baysangour Shamsudinov. Ce sera le 18 octobre. C'est ça à Strasbourg. Il a annoncé que dans l'article dans lequel il parle pour annoncer ça dans l'équipe, il dit qu'après il a un combat dans une grosse orga en décembre. Faut pas être en France, il faut pas être devin pour avoir compris que ce sera le PFL à Lyon, où nous, par exemple, Taylor Lapillus dans Grand Talk nous a annoncé qu'il serait sur cette carte-là. Donc on devine que ce sera sur celle-là. Il y a quelques jours, il a d'ailleurs répondu puisque Tadjan, qui vient de remporter le tournoi aussi au PFL, a cité son nom, ainsi que celui de Doumbé dans des possibles adversaires. Donc Baki lui a répondu, ce qui pour le coup serait très cool, parce qu'il est top 15 mondial, Tadjan, donc si jamais ils arrivaient à faire ça, ce serait cool. Mais avant, il y a ce 18 octobre à Strasbourg, et quand on a eu l'annonce, on n'a pas d'adversaire. T'as vu les réseaux sociaux comme moi, Aldric. Un des noms qui sortait tout de suite, c'était Axel Sola, qui montrait pour champion contre champion un gros combat franco-français. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce que ça vous est passé un moment dans la tête? Est-ce que vous avez tout de suite dit non, ça n'a pas de sens? Qu'est-ce que tu peux répondre à cette rumeur qui a tourné? Non, mais bien sûr que, je répète, hein, aujourd'hui, avec le RS, que ce soit Sébastien Laurent ou toute l'équipe de direction, on entretient d'excellents rapports. Et bien sûr qu'il y a eu interrogations et discussions. Après, euh, je pense qu'aujourd'hui, notre vision, que ce soit pour Axel Sola et Virgil Hogan, pour le moment, on n'a pas envie de voir autre chose que l'UFC. C'est Ares, où ils sont très bien traités, comme les ambassadeurs et les représentants de Ares, les figures d'Ares et comme les champions d'Ares. Donc, c'est Ares où ils sont très bien traités et où l'UFC, quel que soit le format, que ce soit Dana White Contender ou UFC. Et là-dessus, on a beaucoup d'écoute et beaucoup de compréhension de la part d'Ares, et je les remercie encore une fois. Après, si tu t'inscris dans ce schéma, tu dois essayer d'être le plus régulier au niveau de ton poids, au niveau de la catégorie dans laquelle tu te situes et au niveau de ton classement Fight Matrix. Donc aujourd'hui, Axel Sola, il est aux alentours de la 150e place Fight Matrix. Baïsangour, il est 115e Walter. Donc tu vas dans un combat où tu montes de KT contre quelqu'un de très talentueux, de très costaud pour la KT pour changer de catégorie. En fait, tu gagnes même pas, parce que pour l'instant, c'est quand même la vérité au niveau de l'algorithme Fight Matrix. Tout ce que ça va te faire, c'est que tu vas disparaître du classement lightweight pour être un tout petit peu même classé en welter. Donc voilà, c'était pas du tout le choix sportif euh, qu'on souhaitait faire pour Axel. Et que après, Axel, c'est un guerrier. Tu lui proposes n'importe quel combat, il va te dire j'ai envie de le faire. Hmm. Mais au bout d'un moment, il faut raisonner de façon intelligente et rappeler qu'Axel a 27 ans, il est invaincu. Et, et je pense que pour l'instant, il n'y avait pas à rentrer en négociation de quelque façon que ce soit sur ce combat. Donc par contre, dans cet état, puis c'est normal puisque toi tu défends tes athlètes. Dans ce cadre-là, tu vois, par rapport aussi au mouvement des classements et tout, t'aurais été beaucoup plus pour si une proposition avait été que Baki monte pour prendre Virgile. Ben, évidemment, là, Ouais. j'ai pas envie de susciter la polémique. Baïsangour, c'est un garçon avec qui il m'arrive de parler, qui est très sympa, et c'est toujours compliqué d'aller chercher des garçons que tu connais dans la vie privée. Néanmoins, ça, c'est le boulot. S'il a envie de monter, de prendre la ceinture de Virgil Hogan, là, il y a un combat, un classement, et on monte pas dans une caté qui n'est pas la nôtre. Virgil défend dans la sienne, donc quoi qu'il arrive, ça lui rapporte des points dans sa caté. Là, c'est pas Virgile qui aurait été classé en Walter, donc c'était un autre débat. J'ai pas envie de créer une polémique. Non, Personne ne c'est nous sûr. a proposé ce combat. Je pense que Baki, il a aussi compris cette gestion de carrière et il veut rester en Walter. Et comme je relevais son tweet très intelligent de dire Tadjan, ça me ferait rentrer top 10 ou top 15, je sais plus exactement ce qu'il a formulé sur X. Ben oui, c'est exactement le raisonnement que tu dois avoir quand tu cherches à faire carrière dans ce sport. Et on voit qu'il est extrêmement intelligent. Et c'est exactement le raisonnement que nous avons pour que Axel reste en lightweight et que Virgile reste en middle. Non mais t'as raison, et c'était surtout pas pour en effet faire une polémique du tout avec Baki, qui a bien raison, et je l'ai entendu dire, il veut défendre sa ceinture. Et il a bien raison, il veut défendre sa ceinture des 77, et il le dit d'ailleurs, parce que je sais qu'il a l'amour de son sport et des sports de combat, il dit qu'on est champion que quand on défend vraiment sa ceinture, donc veut défendre la ceinture des 77. Il y a un petit peu de petit teasing avec Wally Tandia sur les réseaux. Bon, Hexagonares, je pense que ce sera compliqué de monter tout ça. Il y a une différence d'expérience aussi pour le coup
nettement en faveur de Baki, et je pense qu'il serait le grand favori et a raison d'un combat comme ça. En tout cas, pareil, c'est un combat qui ferait parler. On verra bien ce que fera Baki le 18 octobre. En tout cas, c'est cool. Il ramène aussi Arès et une grande orga française à Strasbourg, dans sa ville. Il va combattre devant les siens pour défendre sa ceinture. Et je trouve ça cool pour lui avant de partir, donc sans doute pour le PFL en décembre pour un autre gros combat qu'on n'a pas encore. Des petites news d'abord. T'as vu ta théorie sur Martin Boudey, elle s'est écroulée, Aldric. Il a signé avec Octogone. Il est de retour à Octogone. Et Moi, pour le titre, il affrontera Will Fleury pour le titre. ouais, mais écroulé, Alex, je sais pas si c'est écroulé. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu une offre du PFL. Après, il faut pas, il faut se rappeler que Octogone est capable de faire un tournoi d'1 million de dollars. Donc, Tout à fait. Non, non, je dis pas tu que c'est un vois, mauvais choix. aujourd'hui, Ouais. est-ce que l'Octogone, en fait, Bouddha, il était déjà à l'Octogone avant de signer à l'UFC. Je crois même qu'il en a été le champion pendant une ou deux éditions. À partir de là, est-ce que l'Octogone, en connaissant sa capacité à vendre des tickets, en connaissant la difficulté de trouver des adversaires à Fleury, a pas cassé la tirelire? Et on sait qu'ils ont des moyens financiers importants de par leur broadcast TV aussi Mhm. et de par le nombre de places qu'ils sont capables de vendre, parce qu'eux, ils sont capables de remplir énormément de tickets chez eux en local. Moi, je pense que la tirelire, elle a été très nettement cassée et que on a des. De toute façon, je ne sais pas si on saura, mais je pense que ouais, il a fait une très belle bourse value, Martin Boudey, par rapport à son XP UFC. Ouais, et direct combat pour le titre. Donc, ouais, non, ça s'entend à plein de niveaux. Et là, les deux dernières news, la première, c'est rapidement, c'est une réflexion, mais je sais pas si t'as vu, mais Alex Pantoja, donc le champion des 125, des moins de 57, a ouvert la porte. C'est la première fois qu'il le fait vraiment aussi publiquement à un possible combat contre Merab, à une montée en moins de 61 pour affronter Merab Valishvili, champion dominant. Moi, là, je voulais en parler pour te faire une réflexion, Aldric. Si pendant 1 an et demi, les deux continuent de défendre leur titre de la façon dominante dont ils le font, dans 1 an et demi, c'est le fight à faire. C'est genre le super fight pour moi, à mes yeux, à l'UFC. S'ils continuent d'être dominants pendant 1 an et demi là. Maintenant, il y a du temps, il reste au moins deux combats chacun, donc là, il faut attendre. Et Aldric, la dernière news dont je voulais te parler, c'est que ça fait quelques semaines qu'on évoquait ça dans nos différentes émissions. Ça y est, ça a été voté par l'ABC, la commission des commissions, qui a voté donc les petits amendements aux critères de jugement. Donc, tu vois, on en parlait depuis tout à l'heure du MMA. Donc, ça va être mis en place maintenant dans les semaines ou mois à venir, vraiment concrètement, par les différentes commissions athlétiques. Parce qu'il y en a où c'est automatique, à partir du moment où l'ABC change, il y en a où il faut qu'ils les approuvent eux aussi. Enfin, chaque commission est un peu différente, mais je pense que dans quelques mois, tout le monde sera à la page de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il est marqué exactement? J'ai même sorti non seulement mes fiches, mais mon téléphone, parce que je les ai prises en photo, ce qui marquait. Alors déjà, un point dont on avait parlé l'autre jour, les rounds à 18, il faudra absolument le dégât maintenant, puisque l'emphase de ces petits changements, elle est sur le dégât. Tu pourras plus avoir durée et domination, faudra du dégât pour avoir un 18 automatique. Déjà, c'est plus clair. Au moins, on est sûr, faut qu'il y ait du dégât, Aldric, pour avoir ces rounds-là. Point hyper important que j'avais pas vu moi quand j'avais observé les propositions de changement de ça, je t'en ai parlé en off juste avant. Si le dégât est à égalité, c'est dans l'ordre des 3 critères du MMA, et dégâts, agressivité, contrôle de l'aire de combat. Avant, c'était dans cet ordre-là. Maintenant, si le dégât est à égalité, alors c'est rare, hein, c'est pas souvent que ça t'arrive, mais ce sera plus l'agressivité forcément qui tombera en premier. Ce sera agressivité ou donc contrôle de l'aire de combat. Et en fait, c'est selon lequel des deux aura le plus impacté le round de façon significative. C'est quand même intéressant, c'est un petit changement. C'est-à-dire que le catch contre, tu vois, le contrôle, le temps de contrôle dont on se bat parce que c'est pas le critère, c'est le 3e critère et qui ne devrait pas être mis en Il avant. peut passer deux. Il peut passer deux. Il peut avoir Et plus après, d'influence dans certains ça, je te cas. dis la vérité, je pense que ça a du sens dans la mesure où si tu n'as pas pris de dégâts et que tu as dominé, en fait, c'était. Je vais utiliser un terme américain parce que frappe de lapin, ça se dit pas, mais tu t'imagines le mec qui fait des rabbit punch et on te dit, ah ouais, mais attendez, il a été très agressif, il a fait ça, il y a un juge qui compte. C'était pas très réaliste. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, Complètement. aujourd'hui, on Ouais. n'oublie pas qu'on fait du MMA et que pour performer à ce niveau, il faut être capable de défendre la lutte et de façon stricte et de façon proactive, c'est-à-dire de changer la position pour toi-même générer des dégâts. Donc ça, par contre, je trouve ça bien, moi. Et donc, c'est rappel, mais rapidement, donc ce sera toujours du successful grappling ou striking, que c'est au même niveau les deux et que ça peut avoir autant d'impact selon ce que tu fais, mais que le grappling, il faut bien sûr aller chercher des soumissions, c'est pas juste du contrôle, donc une nouvelle fois. Et donc ils ont redéfini bien ce mot dégâts et tout ce que ça inclut, donc je te cite les 6 points qu'ils ont mis, comme ça tu vois, tout le monde est à la page sur ça. Donc ça inclura, donc c'est les techniques de combat légal dont le résultat fait que ça fait baisser
la capacité de l'adversaire, ou ça, j'adore cette phrase, ou sa will to compete, ou sa volonté de continuer la compétition. Ce qui inclut des knockdowns, donc forcer l'adversaire, mettre l'adversaire au sol avec des coups. Euh, Heavy and concussive legal strikes to vital target. Donc c'est vraiment des coups lourds ou qui peuvent être concussifs, donc ça veut dire qu'ils font du mal dans des cibles vitales. La précision est quand même assez incroyable. Donc tu as des cibles qui peuvent avoir vraiment un impact sur ta vie. Les coups légaux qui forcent l'adversaire à fuir ou à se réajuster ou à passer en défense exclusivement. Du striking ou grappling qui mène à une visual injury, donc ta capacité à voir voilà, est empêchée. Hématome, lacération, swelling, des bruising, tout ce genre de trucs qu'il faut que tu vois moins bien. Du grappling ou des tentatives de soumission qui vont hyper étendre les joints, enfin tu vois, Ouais, qui sont à deux doigts de te faire taper, quoi, en fait. voilà, qui soit à deux doigts ou sur ton genou, sur tes coudes, mais qui vraiment spécifiquement sur ces trucs-là, ou qui causent des dégâts rotationnels. Donc, Mais ça peut paraître idiot, mais je trouve ça très bien, notamment pour tous ces gens. On va pas reparler d'Adélaïde, mais tu m'as compris, des gens qui ont une Oui, bien sûr que c'est sensibilité de bien. grappling Ouais. moins importante, au moins ils ont une capacité de lecture et de compréhension qui est plus importante. Complètement. Et ce dernier point, des chokes, des étranglements qui causent du stress, du distress, tu vois, donc t'es mal visible. C'est-à-dire qu'il faut voir que le mec, il est mal dans la prise dans laquelle il est, tu vois. Mais t'as raison, je le disais avec le sourire parce que les phrases sont très choisies, très presque bêtement, tu vois. Mais en fait, ça clarifie. C'est ça le Ouais, dommage. pour un, Maintenant, pour un vous allez mec juger qui ce viendrait de dommage-là. Ouais. l'anglaise, il a une capacité de compréhension qui est faite, il a juste à lire. Donc là, Ouais. maintenant, après ça, sur ce genre de carte où chacun y va de sa petite note, comme c'était un concours de beauté, ils seront plus facilement sanctionnables et on verra ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui font exprès de ne pas comprendre. Exactement. C'est beaucoup plus clair. Et on passe à nos 3 derniers événements qui vont être plus rapides que l'UFC. À débriefer ou à preview le débrief déjà de l'Hexagone MMA. C'était au théâtre Antique d'Orange. C'était dimanche. On est lundi au moment où on enregistre. Vous verrez cette émission mardi, mais donc vous aurez. Voilà, ça fera 2 jours. C'était dans cette sublime écrin. C'est vraiment. Tu sais que tu vois même des. Chaque année, il y a ça. Quand l'Hexagone MMA, c'était Hexagone MMA 32, est au théâtre Antique d'Orange, tu as des tweets de mecs américains, de suiveurs du MMA, qui font des tweets en disant on a été à l'Apex week-end et les mecs vont dans un théâtre qui a des milliers ils trouvent ça vraiment cool, tu vois. Parce qu'il y a cet Mais esprit gladiateur, quoi. c'est un joli souvenir parce que je rappelais ça à Ilian pour lui donner un peu de force là, pendant son cut. Il y a un an, jour pour jour, on était là-bas. Ouais, Et Ilian c'est vrai. faisait son petit arrêt en dehors d'arrêt. Et regarde comme les choses peuvent aller vite, hein, dans le MMA, tu vois, regarde. Il y a un an, il était là-bas, il s'imposait brillamment au sol. Et aujourd'hui, il est au Dana White. Donc voilà, on en parlait. C'est un très bel événement où moi j'ai eu la chance de le coacher. Et effectivement, elles sont fabuleuses, ces arènes. Et on espère qu'il y en aura qui étaient cette année, qui pourront peut-être l'année prochaine, tu vois, suivre le chemin d'Ilian et être aussi au Dana White. Je te note 2-3 petits trucs, les performances que j'ai notées dans la soirée, puis tu rebondis sur ce que tu veux. Tu vois, tu me dis ce qui t'a un peu plus marqué. En prélim, j'avais Mathilde Achen-Brenner, excuse-moi, qui passe en 2-0. Belle soumission armbar sur Véronica Greno. Corentin Ouais, Tarou qui avait gagné la MMA Academy, pour ceux qui avaient suivi cette émission mi-télé-réalité, mi-combat, qui passe donc pour ses débuts pro, qui passe un TKO round 2 aussi avec du beau grand end pound sur Faut Youssef. Et sur la main card, on a eu Océane Sanson, qui a elle aussi gagné la MMA Academy, qui faisait ses débuts pro, on en avait parlé, mais médaillée championne du monde aux IMAF. Gros TKO sur Anna Louise Burns, moins d'une minute. Moi, j'ai adoré. Perso Aldric, très beau déplacement. Combinaison pied-point, assez létale. Sur la séquence du finish, même, elle repousse Burns pour se remettre à la bonne distance pour ses combinaisons avant de la terminer. Belle performance pour des débuts pro. On a aimé. mais il y On a a aimé. Monsieur Pinka à la patte, je crois, derrière Océane Sanson sur son striking. Grand champion de Muay Thai. Et bon, là, et c'était des débuts pro, très bien préparés. Une adversaire qui était méritante, mais on est quand même, pour des débuts pro, elle était parfaitement bien choisie. Il y avait pas du tout le talent, mais en même temps, Océane Sanson, il y a un talent phénoménal. Tu vas pas la mettre contre quelqu'un qui est équivalent à son talent, à son premier combat pro. Donc c'était évident, mais voilà, elle a bien géré le stress et elle a montré qu'il n'y avait pas du tout photo sur ses débuts pro. J'ai noté aussi Mahamadou Soukouna,
qui est passé. Lui, c'est un problème. Ouais, Lui, c'est un problème. exactement. TKO Rundin, très joli sur Martin Reich, très dominateur, l'allemand. Aldric, tu le connais bien, puisque en février 2023 à Arès, c'était le deuxième combat de Virgil Hogan à Arès. Virgil avait battu Mahamadou pour sa seule défaite pour l'instant en carrière pro, puisqu'il est passé là à 4-1. Ouais, un bon petit problème dans cette KT. Et surtout qu'il est descendu à 77 où il a vraiment un beau physique, un joli 4-1. Et ouais, là, il commence à être pas mal puisqu'on a quand même 3 finishes sur 4 victoires. Euh, Gros problème là. Là, intéressant. Et du coup, bah, il commence à y avoir des prétendants pour cette ceinture des 77. Et moi, je te citerai deux noms, hein. Il y a Mathieu. Alors, on va pas parler du résultat des deux, mais donc il y a Mathieu Chaumont et Axel Nobou. On débriefe dans quelques instants. T'as Mamadou Skouna, t'as un Walid Tandia. Là, je commence à être. Alors, on va être très honnête. C'est pas non plus du même niveau d'expérience que l'Ares avec Baïsangour et mince, j'ai oublié le nom qui a 17-0 là, le mentionnaire de la BTT et Jordan Zebo, peu importe pour le nom, vous me pardonnez, il est tôt, je sais pas ce qu'on peut dire. Mais quand même, cette KT d'Hexagone commence à être intéressante en welter. Tu veux, avant de, comme ça on finira sur Samba, mais tu veux parler tout de suite de Mathieu Chaumont? Ouais, Ouais. qui bat Axel Nobo. Alors, très, C'était très bon combat. Manque un pour petit le peu titre vacant. d'intensité. C'était C'était pour pour le la titre ceinture vacant. vacante, ouais. Mais je ne connaissais pas Axel, mais peut-être qu'il n'était pas dans un très bon sort aussi. Après, je m'excuse pour mon manque de précision. Je l'ai regardé dans l'avion, j'ai pris la connexion Wi-Fi et c'était un petit peu, c'était pas top. Mais j'ai pu suivre cet hexagone, en tout cas la main card dans son Et intégralité. soumission, voilà, au Rundin, belle soumission. Et donc Mathieu qui devient champion. Et comme tu dis, il y a des possibilités dans cette KT avec des noms intéressants comme Amadou ou Wally. Et donc il y a des choses à faire pour Mathieu Chaumont derrière. C'est une KT qui vit bien du côté d'Hexagone. Et on termine, et ça mérite de terminer sur lui en fait, parce que c'est le phénomène quand même de la soirée. Samba Sima qui passe en 2-0. TKO Round 2 sur Zelim Oumarov. Il est précis. Il est calme. Sur la séquence du finish, tu sais quoi, il y a un mec, et alors m'arrachez pas dans les commentaires, c'est pas comparaison n'est pas raison, je dis pas que c'est lui, loin de là. Il a encore beaucoup de chemin à faire, Samba. Mais la séquence du finish, avec sa première gauche, tu vois, son premier bras arrière, puis il avance tout doucement pour se remettre à la bonne distance avant le 1-2 et de l'envoyer au sol encore avec ce bras arrière, puis de finir tranquillement contre la cage. Il y a un côté Connor, Aldric. Ah, mais Dans Samba, l'attitude. il a un talent fou, hein. Il est Moi, ils le savent extraordinaire. très bien, hein. Je leur dis quand ils viennent, c'est mes coups de cœur, hein. Vraiment, hein. Malik et son équipe, à chaque fois qu'ils viennent, c'est quels que soient les petits jeunes qui m'emmènent, c'est toujours des garçons polis, avec un fight IQ très développé, des gros travailleurs. C'est mes chouchous, hein, quand ils viennent, ils le savent très bien et je suis heureux qu'ils viennent deux fois, voire 3 fois par an parce qu'à chaque fois, c'est que ce soit Modibo, Samba avec Malik, je suis toujours. Voilà. Bon, c'est mes petits coups de cœur, ils le savent et je les apprécie beaucoup, Ah, beaucoup. c'est un sniper, vraiment, quand il est dans ce mode-là, moi je le trouve génial déjà. Il est 4-2-0, donc ça, vous inquiétez pas, on s'enflamme pas, on sait qu'il y a du temps. Voilà, il y a des progrès à faire. Mais quand tu es en 57, que tu as son fight IQ, toutes ses capacités, et qu'en plus tu as ça, tu as le côté létal, tu vois, de ta gauche qui peut éteindre, tu peux être un problème, hein. Tu peux être un problème vite. Mhm. Tu peux être un problème vite. Oui. C'est un problème, il faut juste le laisser pousser Ouais, correctement. donc en tout cas, allez voir si vous n'avez pas vu, mais encore une super perf de Samba qui n'a pas pris trop de coups, qui se dit chaud pour Paris d'ailleurs, parce qu'il y a une grosse date en septembre au Zénith pour Hexagone, donc on pourrait vite le revoir dans la cage, et je pense qu'il ne faudra pas louper ses sorties, parce que on tient, moi je te dis, on tient un phénomène avec Samba. Alors jusqu'où il ira, c'est le combat, hein, on ne peut jamais prédire ce genre de choses, mais on tient un phénomène. Soirée sympa à regarder avec des beaux finishes. Il y a toujours ce petit truc, moi je disais, parfois t'as l'impression que c'est pour faire briller des mecs, mais qu'il n'y a pas toujours le niveau d'opposition. Mais c'est normal, il y en a beaucoup qui sont en début de carrière, donc ils sont en train de grandir. Et tu vois, on en parlait dans les welter où on commence à avoir une KT où il y a des noms qu'on peut faire s'opposer. Donc je pense que c'est un peu ce qui est en train de créer Hexagone. Donc tu as l'impression un peu de mismatch sur certaines soirées, mais ils sont en train de monter des mecs qui vont faire qu'il va y avoir des belles oppositions dans les mois et les années à venir pour Hexagone, Aldric. Je te rejoins là-dessus. Ouais. On passe juste au PFL, c'est notre dernier dos, c'est le PFL. Avant de faire la preview de ce week-end, on fait c'est même pas un débrief rapide, mais ce qui nous a plu sur le PFL Africa 2, c'était à Johannesburg, avec les tournois 145 et 170. Il y avait eu la première qui était liée au PFL World Series, où il y avait Ditcheva et tout ça avec eux. Mais là, c'était 100% carte africaine avec ces tournois-là. Il y a eu des beaux. On passe à
Un coup de cœur bien sûr à Ibra Mané qui a été battu. Mauvaise soirée pour lui, mais on lui Ben, moi, il n'y a que ça que j'ai pas apprécié. Voilà. Tu voilà, me demandes exactement. qu'est-ce qui t'a plu, je te dis toute la carte. J'ai bien aimé, c'était vivant, spectaculaire, engagé. Oh, il y a des Africains qui sont absolument exceptionnels en termes d'engagement physique et d'explosivité. C'était fabuleux. Alors, bien sûr qu'il y a encore, c'est un jeune MMA, le MMA africain, bien qu'il y ait pas mal de ces gars qui s'entraînent soit dans des équipes européennes, soit dans des équipes américaines même. Mais c'était une soirée très, très plaisante à regarder. Et le seul point noir pour moi, en tout cas, parce que je l'aime beaucoup, c'est Ibrahim Mané Mm. qui avait. En fait, le tournoi, il était très, très bien pour lui. Et il y avait un mec un peu chaud et ça s'est pas bien passé, qui est Shido Boris Esperanza, qui est un très, très solide grappleur avec un record de 10-1. Et voilà, malheureusement, ça se passe pas très bien sur la séquence de scramble où il donne un peu le dos et ça se finit sur un étranglement arrière. Mais en dehors de ça, moi, je me suis absolument régalé. Je t'ai préparé juste deux Non mais petits. parenthèse, Aldric, t'as raison. Shido Boris Esperanza, sois pas étonné s'il va très loin dans le tournoi, hein. Mais Ouais. très loin dans le tournoi. Et moi, je le vois même aller sur le tournoi US après, hein. Ouais, ouais. Moi, Non, je non, non, pense que, moi, je pense qu'il gagne le tournoi assez facilement. Voilà ma prédiction. Et que soit on le revoit sur un deuxième tournoi africain, soit on le revoit sur le tournoi US. ouais, Voilà, voilà ce que je pense. je te suis. Les perfs que tu as notés ou que tu voulais souligner, je pense qu'on va avoir certaines des mêmes parce qu'il y a eu des KO impressionnants. À mon avis, dans l'ordre de mes préférences, on a Dwight Joseph. Wow. Mais parce qu'en plus, avant de mettre le genou sauté, il fait un coup de pied retourné qui passe au-dessus de la tête de son Mm. adversaire. Dwight Joseph est absolument exceptionnel. J'aime beaucoup son striking. J'aime beaucoup. Incroyable. Alors certes, l'opposition était peut-être pas du calibre de cet athlète qui a quand même 15, enfin qui avait 14-2 en carrière et qui est à 15-2 maintenant, mais ce mec est exceptionnel, vraiment. Extra. Et le flying knee, hein, le flying knee, allez le voir si vous l'avez pas vu, mais et t'as raison, l'explosivité qu'ils ont ces combattants-là, elle est extraordinaire et c'est KO sublime. Le deuxième. Ah, le high kick de Razak Sankara. Ok, on a les mêmes 1-2, c'est clair. Head kick sublime sur Chadrick Djou Yamba. Et ben, pareil, ça éteint la lumière tout de suite, quoi. Le kick il part d'une vitesse. Aïe, aïe, aïe. Et le 3. Le crochet de Emilios Dassi aussi que j'ai Ouais, bien aimé. eh ben voilà, on a le même trio. C'est parfait, mais Emilio Dassi qui est dans un triangle. Le mec est sur le dos, il l'a mis dans un triangle. Il est pas loin, et le triangle il est bien enclenché, hein. Tu sens que c'est la galère. Il réussit à s'en sortir. Un petit coup de grand end qui passe bien, qui déstabilise. Tu vois l'adversaire, la tête elle commence déjà à tourner. Ça se relève, et là t'as un double crochet gauche-droite des enfers. Qu'il envoie valdinguer notre ami, c'est Osvaldo Benedito. Séquence, pareil, ultra explosive pour le finish, quoi. C'était top à voir. En Ouais, fait, ouais. c'est les qualités physiques de ces combattants qui sont exceptionnels. Ils sont explosifs, ils se propulsent vers l'avant. Certains, c'est des athlètes, mais exceptionnels. Et pareil, moi, je pense qu'Ibra avait largement de quoi gagner ce combat, mais la vitesse d'exécution de Shido Boris et la puissance quand ils se propulsent vers l'avant, c'est un problème, hein. Non, on va les regarder avec plaisir ces tournois, je vais te Ouais, le dire, Aldric. On va les ouais, ouais. regarder vraiment avec plaisir. Et puisqu'on est sur le PFL Afrique, parenthèse, mais tu l'as noté, hein, il y a de l'eau dans le gaz quand même avec Francis Ngannou, parce que quand le patron du PFL, Don Davis, prend la parole publiquement, je crois que c'était chez Ariel Eloigny pour le coup, pour dire qu'il n'est pas content que Francis n'était pas au premier PFL Africa alors que ça fait 2 ans qu'il travaille dessus et il le dit publiquement, hein, je suis très déçu, je suis pas content de ça. Ça sent pas une relation très 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 saine, hein. C'est pas ça sent, c'est une catastrophe. Ouais, Parce que ouais, regarde, c'est c'est clair. comme si nous, on a un reproche à se faire, ce qui est très loin d'être le cas, hein, mais si on avait un reproche à se faire, au lieu de se le dire entre nous, on passe par un compte Twitter ou un média français pour régler nos comptes. Quand on est là, c'est qu'il n'y a plus de dialogue du tout en interne. Moi, j'ai envie de te dire, c'est déjà trop tard, Alex. Ouais, 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 je pense. Je pense que tu as raison. Et tu vois, c'est Nixic qui avait parlé de la possibilité de revenir à l'UFC. C'était pas anodin non plus. Plus on recule, plus on comprend que c'était pas anodin du tout. Et que, en effet, soyez pas étonnés, clairement, si on revoit pas Francis recombattre au PFL et qu'il a fait finalement un seul combat. Ce serait quand même terrible parce que c'est du gâchis par rapport à tout ce qui avait été annoncé. Pour le coup. Et un petit mot rapide, parce qu'on a déjà eu un programme bien chargé, il faut que je te libère quand même pour aller donner plein de force à Iliane. Aldric, il y a aussi le PFL World Tournament 9, c'est dans la nuit de vendredi à samedi à Charlotte en Caroline du Nord, et on aura 3 finales de tournoi. Je te les énumère, tu me dis juste
celui qui te plaît le plus, ou tu vois, ou les combats qui te plaisent bien. La finale du tournoi des 155, les lightweights, c'est le russe Gadzi Rabadanov qui sera contre l'anglais Alfie Davis. La finale du tournoi 125, les flyweights que tu connais bien avec Manon. Chez les femmes, c'est l'américaine éternelle Liz Carmouche, ancienne challenger de Shevchenko, ancienne championne du Bellator, contre sa compatriote, l'américaine également Jenna Bishop, qui avait été battue par Taylor Santos et Dakota Ditcheva l'an dernier, par exemple. On aura aussi la finale du tournoi des 135, les bantamweight, avec le Brésilien Marcirley Alves, ancien champion du Jungle Fight, contre l'américain Justin Wetzel. Et la fin de l'autre combat de la main card, c'est Mats Burnell, le Danois, qui passait par l'UFC, pour ceux qui s'en souviennent, ancien champion au Cage Warrior, qui sera contre l'américain Robert Watley, ancien champion du LFA, où il avait notamment battu pour conquérir sa ceinture un certain Thiago Moises, que les supporters de BSD connaissent bien, et les fans de l'UFC. Elle te plaît la carte? Quel combat t'excite le plus? Oui, c'est une très belle carte. Je t'ai choisi, mais vraiment très rapidement, un combat Alors, mon combat de la main card, c'est clairement Gadzi Rabadanov, Alfie Davis, parce que Rabadanov, dont la dernière défaite, je suis un peu redondant là-dessus, mais je suis très flatté, c'est Mehdi Dakaev, que vous allez sûrement, j'espère, si tout va bien, revoir au PFL Nantes, un produit du Boxing Squad qui avait donc battu Gadzi euh, lors du Gorilla, ancien nom du Eagle MMA, donc qui est la dernière défaite de Gadzi, qui est vraiment très fort, contre un Alfie Davis aussi qui est... Non, la finale est exceptionnelle. Ce main event. Et mon deuxième combat, il est en prélim, parce Mhm. que la numéro un pound for pound du MMA féminin amateur, Sabrina de Souza, qui était signée en exclu par le Brave, qui a conquéré ses titres pour Bahreïn et pas pour le Brésil, et a quitté le Brave et fait ses débuts au PFL. Et je pense que dans un ou deux combats, on peut l'avoir contre Dakota si ça se passe bien pour elle, parce que c'est un petit phénomène du MMA féminin. Donc, je sais que les spécialistes, en tout cas, qui ont envie de... Je pense que c'est une fille qu'on peut voir en 2026 contre Dakota, qui vient de se faire opérer de la main, je crois. Donc, je vais avoir un œil... J'aime bien en plus Sabrina de Souza. Je crois qu'elle est allée finir, pareil, son camp chez Fighting Nerd, pour ne citer que. Donc, je vais regarder ce combat avec beaucoup d'intérêt également. Ouais, ouais, moi j'aime bien ton main event, t'as raison, puis j'aime bien le Alves Wetzel chez les 135 déjà, parce que c'est une caté que j'aime toujours bien, et j'aime bien le Ah, mais Brésilien. Je tu l'ai m'as pas demandé vu. d'en choisir un. Ouais, bah, bien sûr, je te dis. Je l'ai pas non plus vu toute sa carrière combattre, mais les quelques combats que j'ai vus de lui, j'aime beaucoup, donc on va observer aussi ce World Tournament avec plaisir. Aldric, je te libère, va me finir ce cutting, va me conquérir le contrat pour Ilian à l'UFC, allez-y, plein de force les gars. On sera derrière vous, on sera devant l'écran, et revenez du côté de Nice avec ce beau contrat UFC pour Aldric Enerby la semaine prochaine. Merci beaucoup Aldric, plein de force à vous, à toute la team, et on se retrouve dès la semaine prochaine. Je vous l'avais dit, pas de jab culture cette semaine, mais on se retrouve lundi prochain pour Aldric Enerby et le débrief de Shimaev DDP, et puis fêter ce contrat, on l'espère. Ciao ciao Aldric, à très vite, Salut plein à de force à tous. Las Vegas, ciao ciao.